dès maintenant. Voilà, donc je vais donner la parole à Pierre-Yves pour la partie apport théorique. Et puis donc après, nous aurons un moment d'échange. Pour le moment d'échange, vous pourrez bien sûr écrire dans le chat ou prendre la parole, comme vous préférez. Bonsoir à tous. Merci de l'intérêt que vous portez à ce sujet, qui est un sujet assez vaste. Donc, je vais vous lancer ma présentation. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, on va aborder plusieurs points. L'objectif est d'éclairer finalement quelle est la place des psychothérapies dans la prise en charge en santé mentale. Pour moi, c'est vraiment le point le plus important, et d'éclaircir pour tout le monde finalement qu'est-ce qu'une psychothérapie, où est-ce que ça se situe. Et moi, j'insiste que s'il y a un message à retenir de ce soir, et on va le détailler dans cette présentation, c'est que la psychothérapie, c'est une méthode de soin, et comme toute méthode de soin, à l'instar d'un médicament, il faut savoir ce que c'est, il faut savoir comment ça marche, il faut savoir c'est quoi l'indication, la contre-indication, les effets indésirables possibles. Et en tant que prescripteur en soins primaires, ou en tant que personne qui accompagne, on va dire, des patients qui peuvent souffrir de troubles psychiques, c'est important de savoir justement ces différents éléments. Donc, de quoi on parle? On va parler de méthodes thérapeutiques, donc de soins en réalité, des interventions du coup non médicamenteuses basées sur la parole qui ont pour objectif d'améliorer l'état ou certains troubles psychiques ou certaines difficultés, on va dire, du patient. Elles sont élaborées souvent à partir d'acquis de la psychologie médicale. Donc, je parle de psychologie au sens large, on va avoir de la psychologie aussi expérimentale, mais il y a différents acquis plus ou moins validés par la science, on en discutera, qui ont amené et qui ont favorisé l'élaboration de ces fameuses méthodes thérapeutiques. Elles peuvent être individuelles ou collectives. C'est des interventions qui ne sont pas exclusives, c'est-à-dire qu'on peut les associer. Donc, il n'y a aucune aujourd'hui contre-indication ou problématique à faire plusieurs thérapies à la fois. Alors, ça se discute quand même, hein. On viendra d'un point de vue pratique. Nous, on conseille toujours à nos patients de ne pas trop se disperser, mais en pratique, on peut les mélanger. Le choix de la méthode se fera en fonction de la nature du trouble, de l'objectif du coup qui est assigné à la méthodologie, de l'expérience du thérapeute, et ce qui n'apparaît pas finalement dans des définitions, je vous le rajoute, c'est aussi quand même en fonction du choix du patient. Si on ne prend pas en compte ce dernier élément, on risque quand même de limiter l'efficacité de la méthode. Il y a de très très nombreuses techniques qui existent. On recense entre environ 400 approches psychothérapeutiques aujourd'hui. Donc c'est ce qui en fait un sujet assez complexe, c'est qu'il y a ça foisonne, c'est très nébuleux, on a du mal à comprendre ce que c'est. Et on a une représentation plutôt médiatisée, mais qui reste toujours finalement prédominante, plutôt de la cure analytique freudienne, le divan, etc., qui finalement n'est pas complètement représentative de la diversité des approches possibles. L'efficacité va être largement déterminée, on va revenir parce que c'est une question assez épineuse sur le sujet. Je vous le dis là, mais c'est ce qui principalement faut retenir par principalement la qualité de la relation entre le patient et son thérapeute. On va le détailler par la suite dans cette présentation. Je vous montre ensuite que la définition, qui est une définition vaste, peut être beaucoup plus finalement restreinte avec des points clés. Et là, je vous donne une définition de l'Ordre des psychologues du Québec. Donc au Québec, ils ont dans la loi défini ce qu'est une psychothérapie, ce qui n'est pas complètement le cas en France ou dans d'autres pays, mais pour vous montrer qu'on peut aussi, et les pouvoirs publics s'intéressent quand même grandement à ce sujet. Nous, en l'occurrence en France, il y a quand même une vraie réflexion sur qu'est-ce qui est remboursé, pas remboursé, les premières approches, le dispositif MONPSY. Et en fait, c'est une vraie question aujourd'hui qui n'est pas complètement tranchée en France, mais qui se tranche dans certains pays pour vous montrer de qu'est-ce qu'une psychothérapie. Donc en gros, c'est un traitement. On revient sur la définition du traitement. Ça cible un trouble mental, c'est quand même le deuxième élément constitutif, vous voyez ce que je veux dire, et avec du coup des perturbations potentiellement comportementales pouvant entraîner une souffrance ou une détresse psychologique. Ça a pour but de favoriser un changement et donc une amélioration significative de l'état ou de la plainte. Donc une approche, vous voyez ce que je veux dire, dans ce type de définition, une psychothérapie qui est pour accompagner un petit peu le patient, pour réfléchir, n'est pas finalement définie comme une psychothérapie au sens de la loi, en tout cas au Québec. Et enfin, ces définitions permettent de distinguer aujourd'hui dans, on va dire,
les différentes approches et les différentes possibilités en termes de santé psychique, en termes de bien-être existantes, qu'est-ce qui est de l'ordre du soin et qu'est-ce qui n'est pas de l'ordre du soin. Bien sûr, c'est sujet à débat, mais ça permet de discuter un peu de ce sujet et de voir un peu les contours de ce qu'est ou ce qui n'est pas une psychothérapie. Et si on suit ce type de définition, il y a plein d'interventions qui s'approchent d'une approche finalement verbale non médicamenteuse dans un objectif d'améliorer l'état des patients, mais qui ne sont pas finalement une psychothérapie. Et là, on va distinguer finalement d'une part, et nous on va le détailler les psychothérapies, mais on le distingue finalement, et là je vous donne les définitions, on les définit plutôt anglo-saxonnes, hein. Une thérapie de soutien ainsi ne constituera pas une psychothérapie. De la psychoéducation seule ne constitue pas une psychothérapie. Du coaching qui désigne à donner des conseils, le truc très à la mode des soft skills, voilà, n'est pas une psychothérapie. Toute autre approche, je ne rentre pas dans les détails, mais plutôt paramédicale, etc., plus ou moins farfelue, n'est pas une psychothérapie. De l'accompagnement simple, donc juste être là, être présent, pouvoir accompagner dans la vie de tous les jours, n'est pas une psychothérapie. Tout ce qui touche au développement personnel non plus. Les interventions de crise, notamment aux urgences, on ne peut pas considérer que c'est de la psychothérapie. Les interventions de crise, par exemple, après un trauma ou un accident, ne sont pas considérées comme de la psychothérapie, ce sont des interventions ciblées. Tout ce qui va être conjugal ou familial en dehors d'un cadre strict n'est pas considéré comme psychothérapie. Et tout ce qui constitue la réadaptation, réhabilitation n'est pas non plus considéré, on peut appeler plutôt de la remédiation cognitive, ne sont pas considérés comme des actes psychothérapeutiques. Donc tout ça, bien sûr, est largement débattu. Il y aura toujours finalement des partisans qui vous diront qu'attention, certaines de ces petites bulles que je vous ai mises sont à considérer comme de la psychothérapie. Mais l'idée, c'est quand même d'arriver à définir le contour de ce que c'est. Et si on suit finalement une définition générale et qu'on l'affine un petit peu, il faut quand même arriver à distinguer les choses. La place des psychothérapies en santé mentale. Donc, on a une méthode de soins non médicamenteuse qui suit un objectif d'amélioration de l'état de santé du patient et notamment d'un trouble. C'est donc un traitement, et ça c'est hyper important, comme tout traitement, ça ne peut pas s'envisager comme ça. C'est-à-dire on se dit, il souffre, alors hop, ça serait plutôt bien, on va lui faire un peu de psychothérapie, on va l'orienter, il va aller voir un psychothérapeute. Non, en réalité. C'est-à-dire qu'on peut envisager la psychothérapie, mais on peut l'envisager, je vous rappelle, comme un médicament. C'est-à-dire il faut une évaluation clinique, il faut qu'on ait quand même une hypothèse diagnostique solide, il faut avoir éliminé des diagnostics différentiels. En santé mentale, je rappelle la nécessité absolue d'éliminer tout diagnostic différentiel somatique. Et ensuite, comme tout traitement, ça vous paraîtrait peut-être peu concevable en tant que prescripteur de prescrire quelque chose que vous ne connaissez pas, ou vous n'avez pas trop lu dessus, ou vous savez un peu, c'est pas mal, c'est un peu recommandé, mais j'en sais pas beaucoup plus. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quand même des indications, des contre-indications, une efficacité à connaître, un délai d'action. Et là, pas de bol, on n'a pas un Vidal tout fait qui nous permet de prescrire la psychothérapie, d'aller lire justement les indications et contre-indications. Ce serait un vrai sujet à lancer, mais en tout cas, on n'a pas ça sous la main, et donc ça rend vraiment le côté un peu nébuleux. Et je vous rajoute, comme je vous ai expliqué, tout ce que je vous ai mis dans les petites bulles en orange sur la diapo précédente, et du coup, on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est, vers qui orienter, et vraiment, est-ce que ça fonctionne, ça fonctionne. Dernier point à comprendre, au-delà du fait que c'est un traitement dont il faut connaître les spécificités, c'est que ce n'est pas un traitement d'urgence. Il n'y a aucune psychothérapie qui se fait en urgence. Donc, si votre patient va extrêmement mal et qu'il y a des critères de gravité, on ne va pas penser à la psychothérapie. On y pensera quand les choses seront à peu près apaisées ou quand il y a un niveau de gravité plutôt ce qu'on appelle léger à modéré. Donc là, c'est une petite diapo qui ramenait. Je ne vais pas faire de redite. C'est vraiment, alors, en plus, une diapo psychiatre centrée, mais en réalité, je vous ai mis des petites étoiles parce que ça peut complètement être le professionnel de soins primaires. Voilà. Donc, le professionnel de soins primaires, il va faire son évaluation diagnostique, il va éliminer les différentiels, il va organiser la prise en charge, il va plus ou moins orienter, et dans les possibilités de soins qu'il y a en fonction de son hypothèse diagnostique, il va y avoir les traitements, mais il y aura un moment, effectivement, il y aura une place pour les psychothérapies. Et très schématiquement, toujours pour bien situer les différentes possibilités en santé mentale, on va mettre trois niveaux d'action. Un niveau d'action qui n'est pas de la psychothérapie, qui serait plutôt une action de soutien psychologique, qui va être particulièrement indiquée dès qu'on a des patients qui souffrent, qui ne sont pas bien, qui ont des difficultés dans tout ce qu'on va appeler les difficultés adaptatives, ou qui ont finalement, d'un point de vue symptomatique, des difficultés d'ordre psychique, de l'anxiété, des difficultés de sommeil, mais qui ne constituent pas complètement des troubles constitués.
c'est vraiment des profils à risque, de profils vraiment à risque d'évolution vers un trouble psychiatrique caractérisé. Et donc, on a vraiment intérêt à les soutenir. Et là, c'est ce qu'on va appeler vraiment de manière, ce qu'on appelle la thérapie de soutien, ou de manière, je trouve, un peu extensive, la psychothérapie de soutien, dans lequel on va se baser sur des principes qui sont des principes d'écoute, des principes de bienveillance, des principes de renforcement positif, d'une mise en action d'action et de résolution de problèmes, mais qui ne sont pas complètement structurés et qui ne répondent pas totalement aux définitions de ce qu'est une psychothérapie, dans le sens où ça n'a pas d'objectif de soin, on va dire, d'un trouble psychiatrique caractérisé. Et pourquoi c'est aussi pas considéré aujourd'hui dans la case psychothérapie, c'est que les psychothérapies de soutien, on le verra, n'ont pas montré d'efficacité scientifique sur les troubles psychiatriques. Le deuxième niveau d'action, c'est la psychothérapie ciblée, donc une méthode psychothérapeutique qui est ciblée sur un trouble psychiatrique ou psychique spécifique. Et enfin, le troisième niveau, ce serait des psychothérapies chez quelqu'un qui n'est pas forcément dans un trouble actif, mais qui a un objectif de prévention de la rechute ou de la récidive. Donc, on aurait vraiment des niveaux quasi prophylactiques, finalement, des niveaux quasi préventifs et des niveaux vraiment curatifs et de prévention de la rechute. Quelque chose que je n'ai pas mis dans mes diapos, c'est qui fait les psychothérapies aujourd'hui. Donc, deux choses à connaître. Donc, globalement, il faut quand même un diplôme de psychothérapeute aujourd'hui pour exercer. Ça a été encadré dans des lois relativement récentes, ce n'était quand même pas encadré jusqu'à récemment. Il faut du coup justifier d'une formation, justifier d'un suivi, quelle que soit finalement la méthode psychothérapeutique aujourd'hui. Des petites subtilités sont à connaître quand même aujourd'hui. Un psychologue qui finit sa formation va avoir un diplôme de psychothérapeute en sortant finalement, mais n'a pas forcément un bagage ni technique ni théorique extensif, et surtout ce bagage est à discrétion des facs dans lesquelles il travaille, ce n'est pas uniformisé au niveau national. Les psychiatres, donc tout psychiatre est d'office psychothérapeute, sans formation spécifique, ce qui est quand même aussi sujet à large débat. C'est-à-dire qu'on a une formation générale qui a pour objectif d'orienter le patient vers la psychothérapie la plus adaptée à son trouble, mais on a quand même le diplôme de psychothérapeute. Donc, on pourrait participer. Voilà. Donc, ça aussi, c'est sujet à débat. Et en fait, c'est ce qui complexifie aussi un peu le sujet. Je vous rappelle 400 méthodes, mais également des thérapeutes qui n'en sont pas vraiment, mais qui en ont le diplôme, des gens qui pratiquent, mais qui n'ont pas le diplôme, etc. Ça rend les choses un peu compliquées. En gros, j'invite quand même à la vigilance sur qui pratique les psychothérapies. Et je vous invite en tant que professionnel à soit avoir un réseau, soit en tout cas à, on va dire, solliciter l'esprit critique de vos patients pour qu'ils puissent quand même demander et rechercher auprès des thérapeutes auxquels ils s'adressent s'ils ont bien une formation. C'est quand même un peu plus garant, entre guillemets, d'un soin de qualité. Donc, est-ce que ça marche? Donc, pas de suspense, hein. Oui, ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un très fort niveau de preuve quand même. Il y a beaucoup de méta-analyses qui valident que les psychothérapies et que les grandes techniques, alors attention, ce n'est pas le cas pour les 400 techniques dont je vous ai parlé, mais quand même, la majorité des grandes techniques dont on va parler ce soir sont quand même validées scientifiquement. Pas forcément sur tous les troubles, vous verrez, mais sur les gros troubles qu'on va rencontrer notamment en soins primaires, notamment la dépression ou les troubles anxieux, on a quand même une validation extrêmement solide. La deuxième chose qui est venue valider l'efficacité des psychothérapies, c'était la possibilité de valider l'hypothèse quand même d'un postulat neurobiologique à l'efficacité de la psychothérapie. Je ne vais pas trop ça va être un peu indigeste si je me lance là-dedans, mais pour faire simple, on a montré en neuroimagerie fonctionnelle que la psychothérapie modifiait l'activité cérébrale dans certaines zones du cerveau de manière aussi pertinente ou efficace que certains traitements antidépresseurs. Et on a même montré que ça changeait, notamment dans la dépression, l'action de certaines zones cérébrales qui n'étaient pas ciblées par les traitements antidépresseurs. Je vous parle là de grosses études qui ont été faites dans la dépression, mais aussi d'études qui ont été faites dans les TOC, les phobies. Donc, on montre que ça marche et que ça participe à une modification de l'activité cérébrale, à l'instar des médicaments, mais qui, eux, agissent sur d'autres zones cérébrales. Alors, très rapidement, c'est pour vous montrer qu'on a des très très fortes méta-analyses qui montrent que finalement, l'aspect psychothérapie seul, c'est ce que je vous ai entouré en bas, avec du coup des tailles d'effet quasi comparables à des traitements pharmacologiques seuls dans la majorité des troubles psychiatriques. D'accord ? Vous pourrez regarder tranquillement ça, je vous ai mis les références pour ceux que ça intéresse, mais c'est pour vous montrer que scientifiquement, on a des choses extrêmement fortes dans plein d'études récentes et dans des grosses méta-analyses et dans des méthodes, on va dire, statistiques d'analyse de méta-analyse. Ça, c'est pour vous montrer que dès qu'on fait psychothérapie versus pharmacothérapie seule, et ben, sur des grands troubles comme la dépression, l'anxiété sociale, les TOC ou les PTSD, finalement, on avait même plus d'efficacité des psychothérapies toutes seules que la pharmacothérapie.
Donc, ça ouvre à la réflexion sur quand même des méthodologies de soins qui sont quand même assez efficaces, voire même des fois, dans certains cas, avec une taille d'effet plus importante que les traitements seuls. Et enfin, ça soutient et ça vient, en fait, ça a été validé avant et ça a été confirmé finalement ensuite par en tout cas, les hypothèses se sont affinées avec les postulats neurobiologiques, mais vous voyez que traitement plus psychothérapie, c'est plus efficace que psychothérapie tout seul et que du coup, traitement tout seul. Aujourd'hui, on préconise vraiment ça, c'est-à-dire dans certains types de troubles, il faut aller vers une combinaison d'approches. Et dans beaucoup de troubles mentaux, notamment du coup la dépression, notamment du coup les TOC, notamment certains types de troubles anxieux, notamment des états de stress post-traumatique, on a également un petit peu le cas dans des troubles un peu plus spécifiques comme les troubles déficitaires attentionnels. Ça va être une combinaison des approches aussi bien médicamenteuses que psychothérapeutiques qui va être beaucoup plus performante. Je ne vais pas trop non plus être indigeste avec tous ces chiffres, ça c'est vraiment pour ceux que ça intéresse. En gros, ça montre plutôt, c'est une comparaison de l'efficacité des psychothérapies entre elles, parce que ça a été beaucoup fait, vous allez voir que c'est un sujet extrêmement épineux. Et là, en fait, on a une tendance qui quand même se dessine de plus en plus, c'est que globalement, pour la majorité des gros troubles mentaux, les grandes psychothérapies, donc je vous parle là des TCC, je vous parle de thérapie psychodynamique, des thérapies interpersonnelles, en gros, ont une efficacité similaire. Il n'y a pas vraiment de différence significative, contrairement à ce qu'on a pu voir d'ailleurs dans beaucoup de méta-analyses ou autres. On a quand même une tendance qui évolue vers une efficacité comparable des grandes méthodes psychothérapeutiques. Et là, je vous ai mis dans la diapo d'après, par exemple, pour la dépression aujourd'hui, vous voyez que on a des taux de réponse qui sont à gauche. Là. Vous prenez par exemple les TCC dans la dépression, on a des taux de réponse d'à peu près 64%. Ce qu'on appelle la Behavioral Activation Therapy, ce qu'on appelle la thérapie d'activation comportementale, qui est une forme de thérapie comportementale en fait, centrée sur la mise en action pour le patient déprimé, c'est quasiment 85% de réponse. Après, on a des thérapies de résolution de problèmes, des thérapies de troisième vague, des thérapies interpersonnelles, vous voyez qu'on est autour de 60%. Les thérapies psychodynamiques, on est autour de 50%. Mais après, dès qu'on commence à passer dans quelque chose qui est plus du thérapie de soutien, vous voyez ce que je veux dire, juste du support, on passe à 25% quasiment, enfin 26%. Dès qu'on fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on n'essaye même pas, juste le patient est vu, on lui ordonne son traitement, c'est 12%. La liste d'attente, forcément, il n'y a pas de soins, il n'y a pas d'intervention, 0%. Et si on donne un placebo, 22%. Je vous laisserai regarder les autres petits chiffres, mais globalement, ça vous montre que quand même, on a des choses qui ont une efficacité, et dès qu'on les compare entre elles, une efficacité globalement. Comment ça marche? Donc, comment ça marche? Ça, c'est le vaste débat depuis les années 30, en réalité. Et c'est ce qui vous a peut-être fait déjà entendre, vous avez peut-être entendu parler du rapport INSERM de 2014, ou des petites choses, des grands débats sur la psychothérapie. C'est en gros, est-ce qu'il y en a est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres, etc. En gros, ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux grosses théories qui s'affrontent depuis les années 30 pour expliquer comment fonctionne la psychothérapie. Il y a ce qu'on appelle la théorie des facteurs communs que je vais détailler. Et ensuite, il y a une théorie de facteurs spécifiques qui est revendiquée par pas mal de psychothérapies qui disent que la psychothérapie a une action très spécifique qui la rend plus efficace que d'autres sur certains troubles. La théorie des facteurs communs, du coup, elle date des années 30. Ceux qui connaissent ou qui sont déjà intéressés sur le sujet, ou si ça vous intéresse d'aller creuser la question, c'est venu d'un grand article dans lequel on a entendu parler du Dodo Bird Effect. Donc ça, en gros, c'est venu d'une petite anecdote issue d'Alice au Pays des Merveilles. Donc dans Alice au Pays des Merveilles, il y a un dodo qui propose une espèce de concours où il faut courir autour du lac, sans limite de temps, et voilà, dans un objectif d'être sec après avoir été mouillé dans le lac. Et à la fin, tout le monde est sec, et dans Alice au Pays des Merveilles, il demande qui a gagné, et le dodo répond « tout le monde a gagné et tout le monde mérite un prix ». Et à l'époque, le fameux Rosenzweig avait fait du coup une étude là-dessus, en expliquant et en essayant d'expliquer pourquoi toutes les psychothérapies se défendaient comme étant efficaces et se défendaient comme étant autant efficaces, voire plus efficaces que les autres. Et donc, il a posé l'hypothèse qu'il y avait des facteurs communs qui ne dépendaient pas finalement de la technique utilisée et qui qui expliquaient que n'importe quelle approche ou intervention psychothérapeutique, en gros réalisée de bonne foi, serait efficace et améliorerait l'état de santé psychique d'un patient. Donc, il faut savoir que c'est très débattu, parce que ça voudrait dire qu'à peine je propose quelque chose d'un peu près méthodologique,
que je vais essayer de mettre en place du lien thérapeutique avec mon patient, ben, en gros, je peux utiliser ce que je veux comme méthode, de la méthode la plus farfelue à la méthode la plus validée, et ben, du coup, ça marchera. Bon, pour modérer un peu ce propos, il y a quand même beaucoup de méta-analyses qui invalident ça, mais on a aussi, ce qui est assez intéressant à prendre en compte, beaucoup de méta-analyses qui l'ont validé et qui ont essayé de comprendre pourquoi. C'est ce qui va nous intéresser un petit peu plus. Et en regard, toujours depuis les années 30, bah, ceux qui plutôt opposent à cette théorie des facteurs communs, une théorie de facteurs spécifiques qui dirait qu'il y a des efficacités, des spécificités à certaines psychothérapies qui les rendent plus performantes que la moyenne des psychothérapies sur certains troubles. On a des grands exemples dans les TCC sur les troubles anxieux, dans certaines thérapies, notamment le MDR dans l'état de stress post-traumatique, dans certaines approches psychodynamiques, analytiques, qui se revendiquent plus efficaces sur les troubles de personnalité sur le long cours. Donc, chaque psychothérapie va revendiquer quelque chose qui est un petit peu plus spécifique. Alors, le grand mouvement a été quand même plutôt autour des TCC. Et donc, pareil, on a beaucoup de méta-analyses qui valident ça et beaucoup de méta-analyses qui l'invalident. Donc, pareil, on ne sait pas trop vraiment exactement où on en est aujourd'hui, sachant qu'on va avoir vraiment beaucoup d'éléments qui vont dans un sens, beaucoup d'éléments qui vont dans l'autre. Mais il y a quand même quelque chose qui se dégage depuis les années 2000-2005, c'est qu'on commence à être quand même plutôt dans des aspects consensuels à l'image de toutes les méta-analyses et des méta-analyses de méta-analyses. C'est qu'en gros, il y aurait bien à la fois des facteurs communs et à la fois des facteurs spécifiques en réalité qui expliquent que ça marche. Il y aurait des facteurs qui n'ont rien à voir avec la méthode et avec le thérapeute qui sont vraiment liés au patient. Est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il est prêt à s'engager dans un travail? Est-ce qu'il a une volonté de changement? Est-ce qu'il va avoir du coup confiance un peu dans ce que son thérapeute ou son médecin soin primaire sur la méthode vers laquelle on l'a orienté? Il y a aussi des effets placebo qui sont de manière globale plus ou moins inhérents au patient et à ses particularités. Ensuite, il y a des facteurs liés au thérapeute. Donc, les facteurs liés au thérapeute, là vient un peu sa technique quand même. Est-ce qu'il a un bagage théorique et technique, une connaissance franchement de ce qui se fait actuellement, de ce qui va être indiqué et pas indiqué. Il va y avoir les qualités humaines du thérapeute. On a des facteurs, est-ce que le thérapeute a confiance dans sa méthode? Si le thérapeute a bien confiance et bien à l'aise vis-à-vis de sa méthode, ça augmente l'efficacité globale de la psychothérapie. Et on a surtout, c'est ce qui est le plus démontré aujourd'hui, que la relation de la qualité thérapeutique joue pour finalement un facteur extrêmement important dans l'efficacité. Est-ce qu'il va y avoir un bon lien thérapeutique qui se crée, un bon lien de confiance? Est-ce que le patient va réussir à mobiliser les choses que lui propose le thérapeute? Est-ce que le thérapeute va réussir à faire se mobiliser le patient sur certains sujets où il a du mal? En gros, ça va être vraiment un facteur extrêmement important aujourd'hui de l'efficacité. Finalement, et qui dépasse dans les études récentes la notion de technique utilisée. Et enfin, aussi pour une grosse partie des facteurs externes, et ça, il faut vraiment le prendre en considération, il y a plein de facteurs qui sont indépendants du patient, indépendants du thérapeute, indépendants de la méthode et du lien thérapeutique, qui vont aussi favoriser est-ce que ça fonctionne ne fonctionne pas. Et il est évident que le cadre et l'environnement dans lequel évolue le patient jouent pour beaucoup dans l'évolution ou pas de ces troubles psychiques. Et aujourd'hui, on est plus avant, on était plutôt sur l'evidence-based medicine, c'est-à-dire est-ce que c'est validé, pas validé par la science. Aujourd'hui, on est plus sur une approche plutôt pratique, plutôt d'ailleurs qualitative, qui prend en compte à la fois les caractéristiques, valeurs, préférences du patient, à la fois l'expertise du clinicien et sa connaissance, on va dire, pratique. En même temps, il faut que le clinicien soit quand même au fait des données actuelles de la science, tout ça en prenant en compte le contexte dans lequel évolue le patient et les facteurs environnementaux qui peuvent précipiter ou entretenir les troubles. Une fois qu'on a un petit peu tout ça, on est capable d'avoir des choses qui sont assez performantes finalement, quasiment quelle que soit la méthode. Je fais une petite pause là avant de partir dans les indications. Est-ce que vous aviez déjà sur cette première partie, alors assez dense, j'en suis désolé, mais j'essaie de poser un peu les bases, est-ce que vous aviez des questions particulières? Alors, du coup, il y avait un commentaire sur le chat, inscription à devis obligatoire pour les psychologues. Effectivement, il faut cette inscription, il faut faire auprès de l'ARS. Ça peut être un critère, déjà un indicateur de reconnaissance auprès de l'ARS. Alors, Corinne nous dit le facteur commun après les années 30, est-ce que le thérapeute prend conscience que le patient est un être humain avant d'être déprimé ou malade?
Je pense que c'est un non-débat en réalité. Je pense que de base, si vous êtes médecin ou travaillez dans les soins, vous êtes face à des êtres humains avant d'être face à des patients, avant d'être face à des diagnostics. Je pense que là, on est globalement tout le monde d'accord. Donc, ce que je disais, c'est que pour moi, cette question est une non-question en réalité. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être un débat. C'est-à-dire que on est tous finalement des êtres humains. Dès qu'on fait du soin, de toute façon, on est tous dans une dynamique thérapeutique et encore plus si vous faites de la psychothérapie, vous prenez en compte que vous êtes effectivement devant un être humain, potentiellement faillible, potentiellement avec ses croyances, ses automatismes, etc. Vient ensuite dans notre évaluation, effectivement, est-ce qu'il souffre de quelque chose de précis qu'on peut délimiter, ça va être l'hypothèse diagnostique, ou la maladie, on l'appelle comme on veut, vous voyez ce que je veux dire, et ça va être l'ensemble de ces facteurs qui vont orienter la prise en charge. Mais oui, ça semble peu concevable de traiter des diagnostics. Encore plus si vous faites de la psychothérapie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Alors, à ce moment-là, nous allons faire à la suite. Est-ce qu'il est préférable qu'un médecin généraliste forme un outil type EMDR ou autre, où son approche psychothérapeutique est suffisante? Alors, c'est une bonne question. On pourra la redétailler aussi à la fin. Je vais quand même apporter des éléments de réponse. Alors. Le son, oui. Ah, c'est quand toi tu parles. Ah, d'accord. Pardon, je vais reformuler la question. Effectivement, comme on est dans la même pièce, on coupe nos sons d'ordinateur pour ne pas faire d'écho. Donc, je reformulais la question. Donc, est-ce qu'il est préférable qu'un généraliste se forme à un outil type EMDR, donc un outil spécifique, ou alors est-ce que son approche psychothérapeutique peut suffire en elle-même? Donc, que je vous disais, ça c'est une question intéressante. Ça dépend ce que vous appelez la formation ou l'approche psychothérapeutique habituelle du médecin généraliste. Si on est sur la notion d'approche de soutien, ce qui est plutôt l'approche globale qu'on observe quand même en soins primaires la plus courante, c'est déjà très bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le premier niveau qui en soins primaires va être le plus intéressant et le plus utile pour accompagner des patients qui sont en souffrance, pour prévenir l'émergence de certaines pathologies psychiques et pour essayer de limiter un peu la casse quand la pathologie est déjà installée. Ensuite, ça dépend du thérapeute, s'il a envie d'aller plus loin que ça et s'il a envie de pouvoir avoir des outils au-delà de sa prescription médicale sur certains types de troubles. Il a envie de se former à l'EMDR, il a envie de se former à la TCC, il a envie de se former à la psychanalyse s'il a envie, libre à lui. Ce que je veux dire, c'est un peu comme il gagnerait une compétence complémentaire qui lui permettrait d'étoffer son offre potentiellement de soins. Après, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt de déjà maîtriser plutôt les approches de soutien. Deuxièmement, connaître les différents types et pouvoir orienter vers les psychothérapies indiquées. Et troisièmement, une fois qu'on a déjà ce bagage, si on a envie d'aller plus loin, se former à une technique spécifique. Je vais rajouter, en tant que médecin généraliste, c'est vrai que la psychothérapie, c'est quand même différent de la psychothérapie de soutien, effectivement, que beaucoup de généralistes font au quotidien, puisque les patients viennent dans une consultation accessible, dans un délai accessible néanmoins, quoi que les médias en disent. Finalement, c'est souvent la première porte. C'est l'endroit où on vient pour dire que ça ne va plus, qu'on ne peut plus aller au travail, qu'on a des symptômes physiques, par exemple. Voilà, donc c'est la porte qui s'ouvre et c'est l'endroit où on peut dire ça ne va pas. Après, clairement, ce qui est décrit dans la prise en charge de patients avec des troubles anxieux, avec des troubles dépressifs, par la prise en charge par le médecin généraliste, c'est de la psychothérapie de soutien, c'est des consultations qui vont être vraiment à intervalles réguliers, éventuellement un traitement médicamenteux, mais ensuite, le médecin généraliste, lui, son rôle, ça va être justement d'aider le patient à accéder à un soin de psychothérapie qui va être fait par quelqu'un d'autre, en fait. Et ça, je crois que c'est vraiment une de nos missions importantes, d'aider le patient à passer le pas et aller voir un thérapeute qui va pouvoir l'aider durablement.
Alors, dans les autres questions, les TCC, ça ne sert à rien, c'est de la parlotte. Alors, ça peut-être à mettre en lien avec la connaissance des psychothérapies. C'est ça, la question, c'est comment répondre à un médecin généraliste qui dit à son patient, les TCC, ça sert à rien, c'est de la parlotte. Je pense que ça vient effectivement d'une méconnaissance vraiment de ce que c'est, de comment ça se situe. En plus, c'est quand même compliqué aujourd'hui pour un médecin de dire que les TCC ne fonctionnent pas. Encore aujourd'hui, dans les débats, les rapports INSERM récents, de dire la psychanalyse ne marche pas, ce qui est erroné en réalité, hein, mais on pourrait comprendre parce qu'il y a eu beaucoup de communication et d'aspects médiatiques sur le sujet, que ce n'est pas une psychothérapie, etc. En fait, ça dépend de quand on parle. Mais les TCC, pour le coup, c'est ce qui a été le plus validé. C'est quand même les choses, c'est vraiment métaphoriquement, c'est le gros poisson dans la petite mare, c'est la méthode psychothérapeutique la plus validée, la plus étudiée qui existe. Donc un médecin qui dit que ça ne sert à rien, c'est un médecin qui ne connaît pas en réalité, qui n'a pas lu sur le sujet et qui exprime plus son opinion qu'une connaissance en réalité. Donc quoi lui répondre? Je plains le patient en fait. Après, les patients s'informent aussi énormément par d'autres voies que leur médecin généraliste, notamment sur Internet ou avec d'autres professionnels de santé. Alors, la question de la consultation dédiée, c'était la consultation dédiée pour le médecin généraliste, peut-être? Si c'est ça, oui. Alors, effectivement, une consultation dédiée, c'est préférable. Dans la réalité, les patients, ils viennent avec plusieurs motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Voilà, sur un temps de consultation entre 15 et 20 minutes. Hein, c'est le temps de consultation moyen en France. Donc, c'est une discussion entre le médecin et le patient à ce moment-là pour savoir ce qu'on va traiter en priorité. Mais c'est sûr que si le patient vient avec plusieurs motifs, à un moment, il va y avoir une discussion et on va décider ensemble ce qui est le plus important là, à ce moment-là. Donc, quand le patient va très mal, il n'y a pas de sujet. Hein. Le patient vient en disant j'ai mal partout, je vais très mal, j'ai mal au ventre, je dors pas, je suis angoissée. Bon, voilà, là, le reste va passer à côté. Mais c'est aussi difficile pour les patients de savoir ce qui est. Eux, ils viennent avec plusieurs motifs de consultation, mais ensuite, qu'est-ce qui est lié ou pas? Qu'est-ce qui fait partie du même trouble ou pas? Donc, parfois, ils viennent avec 5 motifs dans leur tête et en fait, c'est tout autour du même sujet. C'est l'anxiété face à, je ne sais pas moi, un conflit au travail, par exemple. Mais ensuite, dans les consultations suivantes, pour le suivi du patient en psychothérapie de soutien, là, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile si la consultation est dédiée au suivi psychologique, parce que sinon, ça dure très longtemps et ça désorganise les plannings. On a une question sur est-ce qu'une infirmière peut se former ou manque-t-il des connaissances? Donc, une dame qui est infirmière scolaire. Moi, je pense que tout le monde peut se former. Alors, c'est plutôt l'accès aux formations. Il y a des formations qui sont dédiées uniquement aux professionnels de santé. Donc, en tant qu'infirmière, c'est bon, aucun souci. Il y a des formations qui sont plus larges. Ça dépend. Globalement, si vous êtes professionnel de santé ou globalement du médico-social, vous pouvez vous former sur la majorité, voire l'ultra-majorité de toutes les formations qui existent en psychothérapie. Après, il faut bien trouver un peu ce qui est reconnu. Il faut choisir un peu la méthode qui vous parle le plus. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Sur les troubles anxieux, je ne saurais que vous conseiller, mais je prêche un peu pour ma paroisse, les TCC, qui est quand même la méthode de référence des troubles anxieux. Voilà. Après, c'est ce qu'il faut savoir et c'est ce qu'il faut aller chercher quand même. C'est qu'il faut quand même, dans la formation, ce qu'on ne trouve pas dans toutes les formations, un peu de connaissances psychopathologiques. C'est-à-dire qu'il faut quand même, et ça c'est quand même peu délivré, y compris dans les formations, parce qu'on va rapidement sur la méthodologie et sur comment on utilise la méthode pour traiter les troubles. Mais ce qui manque souvent, personnes qui ont des formations psychothérapeutiques sans passer par une formation ou une supervision, c'est qu'il manque le bagage psychopathologique, c'est-à-dire comment je fais un diagnostic finalement, comment je peux poser une hypothèse diagnostique psychiatrique en fait. Donc nous, en tant que psychiatre, c'est vrai que c'est facile. Des psychologues qui ont eu la chance de passer, d'être formés, de faire un peu de la clinique sur le sujet, ça facilite aussi. Mais si vous n'avez pas ce bagage théorique, il faut l'acquérir. Donc ça rajoute un petit degré de complexité. C'est la question du diagnostic quand même.
C'est-à-dire que si on ne peut pas faire le diagnostic, si on n'arrive pas à délimiter les contours de la difficulté du patient, ça reste un petit peu de la soupe finalement, et ça va être un petit peu compliqué d'orienter les soins ou de proposer une méthodologie ciblée. On pourra proposer des outils, ce qui est intéressant aussi, sans forcément faire de diagnostic. Donc, une formation sans bagage psychopathologique permet d'acquérir une connaissance, des outils qu'on va pouvoir proposer. Mais du coup, est-ce qu'on va vraiment bien les proposer aux bons patients? Ça se complexifie en tout cas. Alors, merci Pierre-Yves. Peut-être qu'on peut aller sur la suite. Je te laisse continuer. Donc, je reviens sur, comme je vous l'ai expliqué, je vous le représente finalement comme un traitement pharmacologique, c'est ce que je vous redis. Donc, il faut en connaître les indications et les contre-indications. Donc, je vous rappelle, pour résumer ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est un traitement parmi d'autres, c'est un traitement qui marche, c'est validé scientifiquement. Et on a plusieurs facteurs qui l'expliquent, multiples, y compris indépendamment de la méthode du thérapeute ou du patient. Alors, il y a 3 indications générales qu'il faut connaître. En gros, ça peut être un traitement de première intention. Donc, en gros, on a un trouble, on a réussi à poser une hypothèse diagnostique, et en gros, en première intention, ça va être la psychothérapie qui est conseillée, avant même les traitements pharmacologiques. On a même certains types de troubles, c'est la seule indication de première intention. C'est-à-dire que le traitement pharmacologique n'est qu'uniquement en seconde intention, il n'est même pas en parallèle en première intention. Il est même, dans certains cas de figure, pas conseillé, on va le voir. Ensuite, on a un deuxième cas de figure, c'est le traitement de seconde intention ou complémentaire, c'est-à-dire qu'en priorité, ça va être quand même un traitement pharmacologique ou en tout cas une autre modalité de soins, par exemple une hospitalisation, etc. Et on réfléchira dans un second temps effectivement à la psychothérapie. Et enfin, ça peut être un traitement de prévention de la rechute. Donc, on est chez des patients stabilisés qui ont un trouble et on va proposer de la psychothérapie, non pas pour traiter le trouble, mais pour favoriser le fait qu'ils ne récidivent ou ils ne rechutent pas. Schématiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a des approches plutôt préventives et là, je dirais vraiment que c'est là que se situe la thérapie de soutien sur les difficultés adaptatives, des difficultés de personnalité avec des difficultés émotionnelles récurrentes. La personne, elle n'a pas vraiment de trouble caractérisé, mais elle est dans un contexte de vie avec des symptômes du coup psychiques, c'est assez compliqué, et on est vraiment à risque que ça évolue. Là, l'intervention vraiment en soins primaires, de pouvoir proposer des entretiens de soutien, éventuellement sur des consultations dédiées, c'est extrêmement précieux et ça peut infléchir vraiment cette évolution vers les troubles psychiques. Ensuite, on a vraiment l'indication de première intention, et là je reviens aux psychothérapies. Donc très clairement, les grosses indications à connaître aujourd'hui, c'est l'épisode dépressif caractérisé léger à modéré. Démontré, démontré, redémontré, on peut faire de la psychothérapie tant que c'est léger ou modéré, et c'est une efficacité comparable du coup aux antidépresseurs. Et c'est conseillé du coup en première intention, parce que là, pour le coup, en termes d'effets indésirables et de probabilité d'efficacité, on est en fait meilleur. Je rappelle qu'un antidépresseur, vous avez à peu près 33% de chances que ça marche sur une première prescription. Une psychothérapie bien conduite par un bon psychothérapeute, dans un cadre léger à modéré, une dépression pas extrêmement compliquée, etc., on a des taux de succès qui sont à plus de 60%. Je vous rappelle, versus 30% pour un premier antidépresseur. Ensuite, les troubles anxieux. Donc, troubles anxieux légers à modérés, toujours. Je rappelle, léger à modéré, on l'a redit, les troubles sévères, c'est une contre-indication et je vous le redirai. Notamment les TOC et les phobies, mais également d'autres troubles anxieux. Je ne vous ai pas tout détaillé, mais tout ce qui va être, du coup, phobie sociale, tout ce qui va être trouble de l'anxiété généralisée, tout ce qui va être trouble panique, tout ça, c'est très accessible en première intention à des approches psychothérapeutiques. L'état de stress post-traumatique, donc, c'est indiqué aussi en première intention. D'accord ? Alors là, ça ne bat pas, c'est pas ce qu'il faut faire avant de mettre le traitement. On conseille de mettre le traitement aussi avec, en fonction de l'intensité du trouble, mais c'est indiqué en première intention. Les troubles de personnalité, et notamment le trouble de personnalité borderline, qui est quand même le trouble de personnalité le plus responsable de dysrégulation émotionnelle. Donc en gros, en soins primaires, on est souvent amené à voir ces profils de patients qui ont des difficultés fluctuantes, qui ont des répercussions dépressives, qui ont souvent des tableaux cliniques qui partent un peu dans tous les sens, avec des difficultés alimentaires, des passages à l'acte suicidaire, des difficultés dépressives, des difficultés interpersonnelles. C'est des profils assez complexes qui peuvent être vraiment... Il y a une grande variabilité avec des troubles plus ou moins intenses, mais vraiment, là, c'est la psychothérapie qui est indiquée vraiment en première intention. C'est d'ailleurs un trouble sur lequel les traitements, il n'y a pas vraiment de traitement où il y a un consensus. On peut prescrire un peu de manière symptomatique, mais ça va être vraiment l'approche psychothérapeutique en priorité, en dehors de critères de Bergman.
troubles des conduites alimentaires, troubles addictifs, troubles somatoformes, troubles adaptatifs, mais avec voilà, certaines composantes où c'est quand même un peu au-delà vraiment de la difficulté adaptative. Là, pareil, la psychothérapie va avoir vraiment une place en première intention. En seconde intention, ou plutôt complémentaire, donc tout ce qui est troubles bipolaires de l'humeur, ce que je mets TBH, c'est troubles bipolaires, c'est pas en première intention qu'on fait de la psychothérapie chez quelqu'un qui a un trouble bipolaire de l'humeur. Encore moins en état de crise. Voilà. On peut le faire si le diagnostic est posé, s'il est dans une phase dépressive, mais il est souvent sous traitement déjà. Vous voyez ce que je veux dire? La référence quand même dans un trouble de l'humeur bipolaire, c'est de trouver quand même un traitement régulateur de l'humeur qui va quand même stabiliser les choses. On va pouvoir adjoindre, vous voyez ce que je veux dire, mais plutôt en seconde intention, de manière complémentaire de la psychothérapie. En phase maniaque, pas de psychothérapie, d'accord. En phase hypomaniaque, pas de psychothérapie, là, il n'y a pas de place d'indication. Voilà. Et en aspect complémentaire, après, on a des approches psychothérapeutiques pour la gestion, finalement, plutôt de l'hygiène de vie, de choses comme ça, qui sont des abords plutôt comportementaux pour aider à, finalement, stabiliser voilà, le trouble au sens large. Tout ce qui est troubles psychotiques, pareil, donc tout ce qui est notamment la schizophrénie, pas de psychothérapie en première intention. Psychothérapie en seconde intention, c'est des interventions extrêmement ciblées, extrêmement pointues, qui visent principalement du coup la reconnaissance des voix, la gestion des voix, la reconnaissance des éléments délirants, la gestion des interprétations ou des intuitions délirantes. C'est très pointu. C'est quand même assez rare de trouver finalement des professionnels très formés sur ce sujet parce que c'est quand même des méthodes très spécifiques. Mais ça existe et souvent dans les centres de réhabilitation ou dans des CMP assez spécialisés, on peut trouver là-dessus. Mais clairement, dès qu'on parle psychothérapie, on ne va pas penser à la schizophrénie tout de suite. D'accord. Tout ce qui va être douleur chronique, des situations particulières comme un patient, une patiente qui est enceinte, on peut essayer de limiter les médications. Là, on va pouvoir essayer de réfléchir quand même, si ce n'est pas déjà le cas, à pouvoir implémenter des approches psychothérapeutiques dans un objectif finalement d'aider le patient ou de limiter certains traitements qu'il prend. Alors, je réponds à la question maintenant qui est dans le chat. Comment différencier une personnalité borderline d'une personne atteinte d'autisme, d'un TDA, avec des phases de meltdown? Alors, la notion de meltdown, je ne l'ai pas. Donc, je ne sais pas si Caro, tu l'as. En tout cas, c'est des choses totalement différentes. Hein. C'est-à-dire que trouble borderline, autisme, trouble déficitaire attentionnel avec ou sans hyperactivité, c'est vraiment trois entités diagnostiques distinctes, mais extrêmement distinctes. On peut avoir des petits symptômes communs de dysrégulation émotionnelle, voilà, mais globalement, voilà, là pour le coup, pour moi, c'est vraiment des choses tellement distinctes que je ne peux pas trop vous répondre en fait. Et après, ça rejoint finalement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant de se lancer ou d'augmenter un peu les indications, voilà quand même c'est vrai que si vous avez un bagage qui permet de délimiter et de voir un petit peu quels sont les critères d'un trouble de personnalité borderline, les critères d'un trouble neurodéveloppementaux et les critères finalement d'un trouble déficitaire attentionnel qui sont vraiment sur des points différents. Hein. Le trouble borderline, c'est la dysrégulation émotionnelle. L'autisme, c'est un trouble de la cognition sociale majeur, vous voyez ce que je veux dire, avec d'autres facteurs plus ou moins axés. Le TDA, c'est un trouble de l'attention du coup focale. C'est vraiment des aspects vraiment très différents. L'effondrement, vous voyez, qui est observé, c'est pour moi absolument pas on va dire un signe clinique qui va être déterminant. Et après, la question concernant les pathologies duelles borderline et addict, mais les TCC devraient être abordées dès le départ. Alors, trouble borderline, je vous le dis, vous pouvez aborder la psychothérapie dès le départ. La complexité, c'est de faire le diagnostic du trouble borderline. C'est la complexité aussi de l'expliquer aux patients. Et c'est la complexité ensuite, une fois que vous avez réussi à l'identifier, voir qu'est-ce qui est en train de se jouer, voir les dynamiques, lui expliquer. Expliquer le trouble borderline à un patient assez complexe en réalité, parce qu'il faut bien maîtriser la nature du trouble et ses différents types d'expressions. Et ensuite, du coup, lui expliquer que du coup, au patient, finalement, le seul abord aujourd'hui qui marche pour l'aider à être un peu plus finalement régulé aussi bien, un peu plus stable dans ses émotions, dans ses relations, dans ses prises de décision, ça va être certains abords psychothérapeutiques. Donc ça, c'est assez compliqué en réalité à faire. En tout cas, en soins primaires, ça me semble assez complexe. Après, en soins primaires et en tout cas dans des approches de premier niveau, je dirais, ce qui est intéressant, c'est quand même développer vos connaissances pour voir ce que c'est un trouble borderline et arriver à l'identifier. Souvent, les troubles borderline, en effet, ont des comorbidités addictives. C'est extrêmement fréquent. Et on va essayer souvent, vraiment,
on ne va pas trop digresser sur le trouble borderline, mais imaginez que vous avez un trouble qui est avec multifacettes, qui peut se présenter sous un état dépressif, sous une crise suicidaire, sous une difficulté des conduites alimentaires, sur une difficulté adaptative, sur une difficulté interpersonnelle avec une relation du coup, extrêmement complexe, conjugale ou interpersonnelle. Et ça va changer toutes les 3 consultations. Une consultation, ça va être le passage à les idées suicidaires, une autre les difficultés interpersonnelles, une autre les difficultés alimentaires, etc. Donc, ça devient assez complexe finalement, vous allez être embarqué dans tous les sens. Et en gros, avoir une bonne connaissance, ça permet d'identifier rapidement qu'en fait, on n'a pas 18 pathologies, mais on n'en a qu'une avec plusieurs types d'expressions. Et on va ensuite essayer d'expliquer ça aux patients pour l'amener vers du coup, le soin adapté. En tout cas, c'est une vaste question, le trouble borderline. Je vends souvent les vidéos des sites du coup, sur YouTube de deux chaînes, le Psylab et PsychoQuack, qui vous expliquent qu'on fait des longues vidéos explicatives du trouble borderline. Je peux vous les mettre, je vais vous les mettre en message, du coup, le Psylab et du coup, PsychoQuack, on fait du coup des vidéos explicatives sur le trouble borderline. Mais c'est vraiment une chose à part entière. D'accord? Et ça, c'est assez compliqué. Les malades chroniques, alors je suis désolé, je ne vais pas prendre toutes les questions, je les reprendrai vraiment à la fin. On va avancer dans la présentation et je prends vraiment vos questions après. Donc les contre-indications. Je vous ai dit, donc il y a des indications spécifiques, c'est quand même intéressant de les connaître et d'être assez au clair là-dessus, surtout si vous êtes prescripteur ou que vous orientez vers des soins. 2 contre-indications absolues, c'est-à-dire que si vous orientez les patients vers la psychothérapie alors qu'on est dans ces cas de figure-là, il y a vraiment un problème. Le premier, c'est vraiment les critères d'urgence ou de gravité. Vous êtes devant une souffrance, des troubles psychiques sévères, pas de psychothérapie. D'accord? Ça va vraiment se proposer sur des troubles légers à modérés et chez des gens qui sont, si on est dans ce que je vous ai expliqué, des approches complémentaires ou des approches préventives, ça va être vraiment dès que le trouble est stable. Ensuite, jamais si on est sur un trouble psychique d'origine organique. Donc ça, souvent, c'est qu'on est passé à côté, mais aller faire de la psychothérapie chez quelqu'un de déprimé qui a une hypothyroïdie non traitée, ça va être quand même compliqué. Faire une psychothérapie pour la dépression d'un patient de 80 ans dément et en fait, finalement, il a un facteur dépressif sur sa maladie d'Alzheimer, ça va être quand même compliqué aussi à pouvoir obtenir des résultats. Donc, il faut qu'il y ait quand même toujours une espèce d'élimination des potentiels troubles organiques avant de commencer à pouvoir poser votre hypothèse diagnostique d'un trouble psychique de manière plus sereine et avant d'orienter vers de la psychothérapie. Et là, pour le coup, en tant que médecin généraliste, on peut vraiment être dans la psychothérapie de soutien pour ces patients-là qui ont des troubles somatiques, voilà, des troubles cognitifs. On peut être sur vraiment sur une action en psychothérapie de soutien, aussi bien auprès du patient que de sa famille. Donc, je redis, hein, on distingue bien, c'est vrai que là, je vous parle de psychothérapie à part entière. La psychothérapie de soutien a une indication beaucoup plus large en réalité à partir du moment où il y a de la souffrance psychique et qu'on a une volonté d'infléchir un peu l'évolution que ça peut prendre. Donc, quelle psychothérapie pour quel patient? Donc, toujours vaste question. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une efficacité similaire, globale, sur la majorité des troubles, mais il y a quand même des petites choses qui se détachent et il est quand même important de connaître sur certaines pathologies qu'il y a quand même effectivement certaines méthodologies plus performantes que d'autres. Je vous ai mis rapidement, du coup, dans la dépression, par exemple, ça va être plutôt les TCC, l'activation comportementale, les thérapies interpersonnelles, les thérapies psychodynamiques, donc issues de la psychanalyse, et d'autres types de méthodologies qui sont indiquées. Donc l'ICV, c'est sur des méta-analyses récentes, ça a donné des bons résultats, c'est ce qu'ils appellent les Life Review Therapy, sous l'autre nom, c'est l'intégration du coup, des cycles de vie, c'est le terme utilisé du coup, en France, qui est en fait une méthode, c'est une espèce de mélange, de reprise un peu du cycle de vie, avec à la lumière de stratégies adaptatives sur lesquelles à la fin on rajoute un petit peu de thérapie cognitive en réalité, si vous prenez un peu le détail.
Les phobies. Donc, les phobies, là, clairement, c'est clairement en faveur des TCC, hein, si on regarde un petit peu sur la méthodologie. Non pas que d'autres méthodes peuvent fonctionner, mais comme c'est celle qui marche le mieux, c'est quand même dommage de ne pas orienter là-dessus si vous avez un patient qui a des phobies. Les autres méthodes peuvent marcher, mais pas sur leur aspect technique. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Elles vont marcher sur d'autres facteurs si ça peut soulager la personne qui a de la phobie. Les TCC ont l'avantage d'avoir le double impact, l'impact technique plus l'impact général des facteurs communs qu'on vous expliquait tout à l'heure. Troubles de personnalité limite. Donc là, on va avoir vraiment la thérapie des schémas, les thérapies dialectiques de Lin-Han, les troubles, on va dire, les thérapies psychodynamiques ont fait des bons résultats du coup, au long cours sur des troubles de personnalité limite, mais on va également avoir les thérapies interpersonnelles, les TCC également, qui peuvent avoir un intérêt notamment dans les approches cognitives et notamment sur le travail sur les schémas, un petit peu différemment que la thérapie des schémas, mais on a un travail sur les croyances et les schémas, qui a une efficacité également dans les troubles de personnalité. Les TOC, très clairement les TCC. D'accord? Très clairement les TCC. Vous voulez avoir un impact technique plus un impact facteur commun, TCC. Vous voyez ce que je veux dire? Les autres approches, en partant du postulat des facteurs communs, c'est vraiment une perte de chance. Ça peut même être la cata. C'est-à-dire que vous prenez une approche psychodynamique, je le redonnerai en exemple tout à l'heure, dans un TOC. Imaginez que vous avez un patient qui a des obsessions du type vous voyez ce que je veux dire, des obsessions type sexuelle, de thématiques sexuelles, vous voyez ce que je veux dire, et vous lui expliquez que finalement, selon du coup, les postulats analytiques, etc., ça va être du coup espèce de pulsion refoulée, etc., bah, vous n'allez pas trop l'aider, quoi. Donc l'objectif va être plutôt, et aujourd'hui c'est quand même peut-être le trouble le mieux connu dans son fonctionnement psychologique et neurobiologique, bah, c'est utile d'aller utiliser vraiment une méthodologie qui se base dessus. État de stress post-traumatique, très clairement, on a des thérapies qui ciblent, du coup, qui sont basées sur certaines connaissances aujourd'hui des fonctionnements mnésiques et des fonctionnements de consolidation mnésique. Et on a des techniques spécifiques comme le MDR aujourd'hui qui ont pas mal de résultats validants et encourageants. Ça demande plus d'études, mais c'est quand même assez encourageant. Les thérapies de reconsolidation qui sont encore plus récentes, les TCC. Les troubles des conduites alimentaires, somatoformes et addictifs, les TCC dans les aspects un peu spécifiques. Pourquoi on voit beaucoup les TCC? Je vous le redis, c'est parce qu'en fait, c'est le plus étudié. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a quand même une efficacité globalement comparable, mais aujourd'hui, quand même, ça reste la méthode la plus étudiée scientifiquement, donc celle sur laquelle on a le plus d'indications validées scientifiques. Je réponds à vos questions à la fin. Les effets indésirables. Donc, les effets indésirables, du coup, est-ce que ça a des effets indésirables? Bah, comme tout traitement, la réponse est oui. Il va y avoir des effets indésirables. Et ça peut être quelque chose, y compris en tant que professionnel qui ne pratiquait pas forcément les psychothérapies, mais qui allait essayer d'orienter les personnes que vous connaissez, les patients, les gens en souffrance, où vous repérez qu'il va y avoir une indication, comme on a évoqué précédemment, comment on va les orienter vers, du coup, une psychothérapie et comment on va répondre à leurs inquiétudes, parce qu'il y a souvent une inquiétude, c'est est-ce que ça va me faire souffrir? Et vous allez voir, des fois c'est vrai. Donc ça peut être un effet indésirable. En gros, il y a 3 grands effets indésirables à connaître et je vous invite à être vigilant si vous avez des proches suivis ou si vous avez des patients suivis, parce qu'il y en a un clairement qui pour moi est la catastrophe et la plaie de tous les suivis psychothérapeutiques, c'est la dépendance à la thérapie ou au thérapeute. C'est-à-dire que le patient, il va s'investir dans un travail psychothérapeutique. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'importance du lien thérapeutique qui est garantie de l'ultra-majorité de l'efficacité du traitement. Donc, pour le peu que le lien est bon et que ça marche, la personne va bien, elle va potentiellement développer une potentielle dépendance, notamment sur des gens qui sont anxieux ou qui ont des profils de personnalité dépendante, au fait de continuer à aller voir son thérapeute, au fait de vouloir continuer la thérapie coûte que coûte, même quand elle est plus nécessaire ou plus efficace, et avec vraiment une espèce d'anxiété anticipatoire à l'idée que la thérapie s'arrête, ou lorsque le thérapeute n'est pas disponible, ou lorsque les consultations commencent à se passer, ou lorsque le thérapeute est en vacances, etc. Les petits signes, souvent, c'est le patient qui ne peut pas espacer ses consultations avec son psychothérapeute, qui jure que par lui, etc. Donc là, ça commence à être... Voilà. Donc ça, souvent, il faut que dans le postulat de départ, ça soit bien expliqué au patient que l'objectif d'une psychothérapie, ce n'est pas que le patient devienne dépendant et qu'il arrive quand même à s'autonomiser ou qu'il arrive à avancer aussi un peu de lui-même, y compris sans l'abord psychothérapeutique ou le thérapeute. Et ça, pourquoi c'est aussi hyper important? C'est parce que, comme je vous l'ai dit, 400 méthodes, des méthodes plus ou moins validées scientifiquement,
ce que j'appelle, moi, au sens large, le business de la souffrance aujourd'hui, dans une société où il y a quand même beaucoup de stress et de troubles psychiques, des gens qui n'ont pas forcément de formation, des gens qui sont plus ou moins scrupuleux. Vous l'avez vu qu'il y a des facteurs placebo, communs, etc., qu'on peut mobiliser de manière peu scrupuleuse, avec en plus des résultats pour aider certains patients. En plus, on appuie sur les bons boutons, ça les rend bien dépendants, et vous pouvez faire venir des personnes tous les 3 jours à votre cabinet en les faisant du coup payer. Hein. Donc, il faut que vous soyez vigilant à ça pour vos patients. Un patient n'est pas censé du coup, avoir une thérapie qui se poursuit indéfiniment. Il est censé pouvoir être capable de pouvoir évoluer positivement, y compris sans voir son thérapeute ou sans avoir besoin de sa psychothérapie, passer un certain travail. En tout cas. Ensuite, ressentir une émotion désagréable au cours de la thérapie. En fait, oui, il y a beaucoup d'abords psychothérapeutiques qui consistent quand même à aller rediscuter de ce qui peut être compliqué, du ressenti émotionnel, du vécu physique, du vécu de certaines situations. Voilà. Et qu'on travaille sur les angoisses, notamment dans les peurs, avec des techniques d'exposition, c'est le principe même de base. Hein, c'est d'exposer le patient à ce qu'il redoute. Il va avoir de l'anxiété, donc il va y avoir des émotions désagréables. Et qu'on travaille sur les traumatismes psychiques, il va falloir à un moment ou l'autre réévoquer le traumatisme. C'est même la base de certaines techniques. Et forcément, ça va être désagréable. Ça peut même faire dissocier. Donc, c'est quand même un peu, en effet, un effet indésirable fréquent. Ça peut mettre en difficulté le patient. Le thérapeute est quand même censé être très vigilant à ça et de ne pas mettre en difficulté son patient. Il va l'accompagner justement en prévenant, en expliquant que ça peut être compliqué, en faisant les choses de manière progressive pour éviter quand même que le patient fasse son attaque de panique qui dissocie complètement en entretien. Et enfin, grand classique dans les effets indésirables, la modification d'un domaine de vie non ciblé par l'intervention psychothérapeutique. Exemple, vous avez vachement bien travaillé d'un point de vue psychothérapeutique, les rapports interpersonnels, l'affirmation de soi d'une personne, qui commence du coup à s'affirmer et à changer un peu le rôle ou la place qu'elle prend dans une dynamique relationnelle, par exemple conjugale, et ça finit du coup par des conflits conjugaux qui n'étaient pas existants au début, puisque la personne finalement n'était pas affirmée, mais plutôt dans des postures d'abnégation. Et là, la personne ensuite, du coup, est en difficulté parce que ça va moins bien dans son couple. Initialement, ça allait pas trop mal dans son couple, mais pour des raisons autres, vous voyez ce que je veux dire. Et là, en fait, le fait qu'elle aille mieux, ça favorise le fait que ça aille moins bien dans d'autres aspects de sa vie. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Normalement, le thérapeute y est aussi assez vigilant et on prend en compte ces différents facteurs pour éviter que ça ait lieu. Mais voilà, connaître un peu ces 3 aspects, parce que c'est des choses qui sont possibles. Vraiment, j'insiste sur le point 1 et le point 2. Le point 3, c'est vraiment plutôt l'effet indésirable que le thérapeute doit vraiment maîtriser au maximum. Ensuite, des effets indésirables qui sont liés à une mise en place d'une intervention inappropriée ou inadéquate. Donc ça, c'est ce qu'on peut même considérer comme une faute professionnelle. C'est comme vous avez mis le mauvais traitement, vous voyez ce que je veux dire, au mauvais patient. Vous avez mal prescrit, vous avez mis 4 fois la dose, vous avez mis un traitement qui n'a rien à voir. Voilà. Donc le premier cas de figure, c'est j'ai pris du coup un traitement qui est efficace, mais je ne l'ai pas appliqué du coup dans le bon contexte. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je vais exposer un patient à une situation qui va le mettre en extrême difficulté. Pourtant, je sais que ça va le mettre en effet en difficulté, mais voilà, je n'ai pas pris en compte. La méthode, elle est validée, mais l'application de la méthode est erronée. 2, ce serait un accompagnement dont l'efficacité n'est pas démontrée pour prendre en charge certains troubles spécifiques. Et là, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Un bon psychothérapeute, il doit prendre en compte ce qui est quand même validé. Mais s'il trouve que c'est cool, la thérapie de la mémoire retrouvée, etc., ce que je veux dire qu'il n'a aucun fondement scientifique, et qui commence à expliquer à ses patients qu'il a des traumas refoulés, dont il ne se souviendrait pas, faire un peu d'imagination guidée, commencer à être de manière suggestive sur son trauma qu'il a connu dans l'enfance, dont il ne se souvient pas du tout, ça aboutit souvent à des souvenirs, mais surtout à des vrais problèmes. Et donc, du coup, on est vraiment dans des choses qui sont vraiment, là, pour le coup, on sort du cadre psychothérapeutique, on est dans le charlatanisme, on est vraiment dans de l'application qui sort complètement des soins. Et là, c'est pour ça que je parle de faute professionnelle, parce que si c'est pratiqué par un professionnel, c'est quand même vraiment problématique. Je vous passe ensuite le dernier point, c'est lié à une conduite contraire à l'éthique. Donc bon, là, clairement, on a passé le cap de la faute professionnelle. Je ne reviens pas sur ce sujet. Mais on est quand même, et les thérapeutes, les psychothérapeutes, quelle que soit leur formation, je vous le rappelle, sont quand même face à des personnes en souffrance. Et en tant que vous, médecin, ou en tant qu'accompagnement de personnes en souffrance qui voient des psychothérapeutes, je vous le dis, exercez votre esprit critique, faites exercer l'esprit critique de vos patients et amenez-les, du coup, s'il y a des choses qui ne sont pas normales, il faut qu'ils le rapportent, ce n'est pas normal. Hein.
Alors, je vais répondre avant de faire le petit focus sur les psychothérapies à quelques questions là, qui étaient en cours. Alors, la question de pourquoi la thérapie cognitive et comportementale n'est pas enseignée obligatoirement pendant la formation de psychologie. C'est une bonne question. En fait, je vous l'ai expliqué, on est un pays avec un bastion analytique ancien, notamment dans le champ de la psychologie, où les grands courants théoriques qui ont fait, du coup, qui ont été figures d'autorité sont les courants vraiment psychanalytiques. Jusqu'à encore récemment et jusqu'à dans la majorité des facs de psychologie, encore dans les années 2000-2010, je crois que c'était 80% des facs de psycho en France, c'était une formation psychanalytique et 20% seulement une formation TCC. On était encore à une époque où les guerres de clochers faisaient rage entre qui a raison, qui est la meilleure technique psychothérapeutique, et avec aussi des guerres, je dirais, un petit peu malheureusement, un peu sociologiques, un petit peu politiques. C'était les méchantes nouvelles psychothérapies de droite comportementales qui ont pour objectif de rendre l'être humain plus productif versus les gentilles psychothérapies du coup de gauche, humanistes, analytiques, qui ne sont pas du tout là pour traiter d'ailleurs un patient, mais du coup une personne. Voilà. Donc les deux se tiraient un petit peu la bourre sur vraiment et se drapaient les uns dans ceux qu'on est nous efficaces et scientifiques, les autres nous on est humains et on n'a pas à nécessité d'être évalués. Mais en réalité, vous voyez, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les deux ont une certaine validité scientifique. Les deux traitent l'être humain de manière identique. Il n'y en a aucun qui est du coup champion de quelque chose. Hein. Il faut arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui explique que ça a été encore extrêmement cloisonné. Et donc, c'est ce qui explique aussi que les TCC ne sont pas, pour l'instant, encore, on va dire, abordé par tous et il faut aller chercher sa formation. Et c'est encore la formation analytique qui prédomine aujourd'hui dans les facs de psycho en France, même si ça tend à évoluer. Merci. Donc, il y avait une question sur l'EMDR. Je vais la détailler dans les focus. C'est une des 3 psychothérapies que je vais vous détailler, donc vous aurez la réponse dans quelques minutes. Et puis, un commentaire sur la dépendance au psychothérapeute ou à l'équipe de soins. Finalement, c'est que rien n'avance ni pour le patient ni pour l'équipe de soins. On est un peu dans un rond, c'est ça? Bah, en fait, ça ne peut pas être un levier de changement du patient, en effet. Si vous rendez votre patient dépendant à votre prise en charge ou à l'équipe de soins, à l'institution ou à bah, il peut aller mieux, hein. Il peut vraiment aller mieux. Mais ce n'est pas un levier pérenne, en tout cas, ce n'est pas un levier qui va être extrêmement efficace. C'est plutôt quelque chose dont il faut potentiellement se défendre. Il faut qu'on arrive à être efficace sans qu'il ait besoin de vous, ou sans qu'il ait besoin de l'institution et autres. Ça va être effectivement un des points majeurs. Et pour ceux qui ont l'habitude de l'institution, ça va être la vraie problématique avec les troubles borderline. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que vous deveniez la figure ou le point de stabilité. Il ne faut pas que l'hospitalisation devienne le point de stabilité. Il faut que les points de stabilité puissent se construire et se créer en dehors du rapport thérapeutique ou du lien thérapeutique. Donc finalement, on voit qu'il y a des effets secondaires de ces psychothérapies. Donc certains patients ont raison d'avoir peur d'aller voir un psychothérapeute. Oui et non, c'est-à-dire qu'en effet, ça demande quand même un travail, ça va demander quand même de se livrer, ça va quand même demander de parler de choses qui peuvent être complexes, vous voyez ce que je veux dire? Surtout quand on souffre, bah, il va falloir parler de ce qui nous fait souffrir. Après, globalement, si vous avez en face de vous un bon thérapeute, qui n'est pas un bûcheron, qui maîtrise sa technique, qui a une approche globale, humaine, vous voyez ce que je veux dire, qui prend en considération le patient, qui est capable d'être progressif, voilà, bah, du coup, non, on n'a pas ces effets indésirables, majeurs en tout cas. Le fait de ne pas être bien de parler d'un truc qui est douloureux, bah ça, malheureusement, ce sera l'apanage de toutes les psychothérapies dès qu'on aborde quelque chose qui est douloureux. On ne peut pas aborder quelque chose de douloureux et être complètement dans un état émotionnel neutre et serein. Voilà. La dépendance, c'est la maîtrise du psychothérapeute, et c'est ce que je vous disais la dernière fois. Ce que je vous disais là sur la dernière diapo, c'est-à-dire que l'aspect de créer des effets non souhaités qu'on n'avait pas vus initialement, ça paraît, c'est quand même maîtrisé par un thérapeute. Donc finalement, en tant que médecin généraliste ou professionnel de santé ou du médico-social, si on souhaite aider le patient à aller vers une psychothérapie, si on pense que ça peut être une bonne idée pour qu'il aille mieux,
Du coup, on peut lui dire, certes, ça va peut-être être un peu désagréable, mais le psychothérapeute va vous accompagner finalement dans ce chemin-là, et il ne va pas vous faire sauter dans la piscine d'office, quoi. Non, non, c'est toujours très progressif et normalement, une bonne approche psychothérapeutique est quand même souvent entre 1, 2, 3, 4 entretiens quand même initiaux d'évaluation un peu justement du patient, qu'est-ce qu'il vient chercher, quelle est la problématique. Il y a une évaluation quand même souvent fonctionnelle de ce qui se passe, une évaluation du contexte et de l'environnement dans lequel justement il y a cette problématique qui évolue. On ne se lance pas d'emblée, vous voyez ce que je veux dire, on ne se précipite pas tout de suite sur ce qui ne va pas. Si vous allez voir un thérapeute qui, effectivement, dès les 2 premières séances, vous dit le problème c'est ça, etc., changez de thérapeute, quoi. Enfin, c'est pas possible. Donc, le thérapeute ne peut pas deviner le problème, il faut un minimum d'entretien et de diagnostic. C'est Donc ça. Ça peut être un bon critère, par exemple. Que vous avez choisi un bon thérapeute. Et surtout, voilà, ces approches comme ça, qui sont progressives, qui visent à bien délimiter les contours de la problématique, etc., c'est quand même garant, vous voyez ce que je veux dire, de faire une approche un peu progressive. Ça va développer le lien thérapeutique, qui, je vous le rappelle, est le facteur numéro 1 dans l'amélioration, et ensuite va permettre d'orienter la méthodologie derrière, qui est un des facteurs, on l'a vu. Et tout ça se fait de manière assez progressive, donc on ne met jamais le patient dans le bain, il ne va jamais être finalement confronté de manière quand même brutale à ces difficultés, et ensuite on va toujours s'assurer qu'il est OK, que ça n'aille pas trop vite. On va lui demander du coup qu'il puisse nous interrompre si c'est trop compliqué ou si la séance est trop compliquée. On va le prévenir justement qu'attention, on va pouvoir aborder des sujets complexes, qu'il puisse nous arrêter si ça devient trop compliqué pour lui. Et dès qu'on le laisse un peu mener, si ce n'est pas directif, on se met dans quelque chose, des fois dans des postures qui ne sont pas du tout directives, on va le faire verbaliser dessus et on lui explique bien qu'il a tout à fait, il n'a aucune obligation de tout livrer. Hein. Donc, finalement, sur la question de combien de séances Au bout de combien de séances on peut se dire que la psychothérapie n'est pas efficace? Il faut quand même quelques séances, puisqu'au départ, on n'est pas vraiment dans l'action thérapeutique. C'est ça. Comptez toujours plusieurs séances quand même initiales d'évaluation. C'est variable selon la méthode qu'on utilise et la formation du thérapeute, mais il faut quand même souvent plusieurs séances. Moi, je pratique des TCC. En moyenne, ça va être entre 1 et 4 séances pour avoir une évaluation initiale un peu exhaustive, complète. Qu'est-ce qui précipite, qu'est-ce qui du coup prédispose, qu'est-ce qui entretient le trouble, dans quel contexte ça évolue. Et je vais vous le détailler dès qu'on détaillera les TCC. Voilà, on a quand même une évaluation initiale fonctionnelle qui prend quelques entretiens. Et ensuite, la durée de la thérapie, c'est variable selon les méthodologies. Et à partir de combien de temps on se dit que ce n'est pas efficace? Alors, tout dépend de la méthode. On a des méthodes qui ont tendance à s'auto-évaluer, on fixe des objectifs et on peut suivre les objectifs tout au long de la thérapie pour savoir si ça évolue. Si on fait des TCC, vous allez systématiquement, par exemple, faire ce qu'on appelle une ligne de base, c'est-à-dire que vous allez lister souvent les comportements problématiques du patient et on va essayer d'évaluer au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, est-ce qu'il y a une évolution positive de ces comportements et une évolution globale des objectifs. Donc, on a à la fois l'objectif du patient, mais ça peut être des fois assez subjectif. On a à la fois des critères complètement objectifs et on va rajouter même des échelles d'évaluation d'intensité des troubles. Et en fait, il y a une bonne évolution. On arrive à suivre effectivement si on a une évolution favorable au-delà du ressenti subjectif du patient et de ce qu'on arrive à évaluer en consultation. Souvent, c'est assez cohérent. Donc, si le patient dit qu'il va mieux, nos évaluations vont mieux, ça avance, ses objectifs avancent, et puis du coup, ce qui lui mettait en difficulté au début de la thérapie, ça a évolué, c'est plus vraiment une difficulté. Par contre, si on a des thérapies qui ne font pas ça, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on peut être sur une dimension très subjective, vous voyez, donc voilà. Souvent, la majorité des méthodes, quand même, dans leur évaluation initiale, essayent d'évaluer d'où on part. Après, on peut aussi refaire une évaluation clinique psychiatrique clinique sur des signes fonctionnels, sur l'intensité des troubles de sommeil, sur l'intensité des troubles dépressifs. Enfin, il y a quand même aussi une possibilité de refaire un point clinique sur l'évaluation, sur l'évolution des troubles. Ça dépend vraiment de ce qu'on travaille. Vous voyez, vous travaillez de l'insomnie, ça peut être en 6-7 séances, ça peut être fait, un travail efficace sur une insomnie, un travail psychothérapeutique initial efficace. Vous travaillez de la dépression, une douzaine, une vingtaine de séances, je parle de TCC. Vous travaillez par contre un trouble de personnalité borderline, ça peut prendre 4-5 ans. Ce que je veux dire, c'est très variable aussi en fonction de ce que vous travaillez et de la problématique qui est travaillée. Ça va être variable en fonction du patient, je vous le rappelle. C'est variable en fonction de la qualité du lien.
variable en fonction également de votre expérience en tant que thérapeute. C'est vrai que plus vous avez d'expérience, ça facilite un peu les choses. Au début, dès qu'on n'a pas trop d'expérience, forcément, on est moins performant, moins rapide. Puis après, il y a des éléments extérieurs aussi qui peuvent venir influer sur l'efficacité de la psychothérapie, d'autres événements de vie ou aussi une interruption de psychothérapie liée à une indisponibilité du patient pour une autre raison, en fait, qui n'est pas forcément une résistance au traitement. C'est ça. Très schématiquement, si un patient vous demande combien de temps ça va durer, dites-lui qu'on ne sait pas. D'accord? On va faire au mieux pour que ce soit du coup le plus rapide possible et qu'il y ait un début et une fin, mais c'est compliqué de s'avancer sur une durée. On va s'avancer plutôt sur un cadre, plutôt sur une fréquence à laquelle on va le voir, plutôt sur des étapes qu'on va passer, l'étape d'évaluation, voilà, le fait de revenir sur des objectifs, mais vraiment, jamais on s'avance, c'est extrêmement rare qu'on s'avance sur une durée. D'accord, il y a beaucoup trop de variables qui font varier la durée justement nécessaire. Par contre, voilà, est-ce que le patient il voit que c'est efficace ou pas? Moi, j'ai envie de vous dire, normalement, un patient, il sait après quelques séances si le lien passe bien. C'est le facteur numéro 1. Il sait s'il a l'impression du coup que ça l'aide. C'est relativement subjectif, mais il est quand même capable de dire, voilà, si le patient, au bout de 4-5 séances, il trouve que le lien, ça passe pas du tout, il faut qu'il change. Il ne faut pas se persister. Je veux dire, on n'insiste pas si le lien passe pas. 2, s'il estime qu'il voit que ce qui lui est proposé, ça ne colle pas trop à ce qu'il imaginait, pareil, il faut qu'il change. Alors la difficulté, c'est que c'est compliqué d'avoir un rendez-vous, de trouver un thérapeute aujourd'hui, donc des fois les gens ils s'obstinent parce qu'ils ont réussi à trouver un rendez-vous. Mais en fait, vraiment, partez du principe, un bon lien et ça passe bien, ils ont l'impression que la méthodologie, ça colle à ce qu'ils sont prêts à faire, on est déjà bien parti. Si ce n'est pas le cas, il faut changer, ce ne sera pas une perte de temps en réalité. Il y avait une question spécifique sur la psychothérapie pour des enfants autistes. Alors, c'est très spécialisé, mais… Alors, très spécialisé, très polémique aussi. Je ne pourrais pas vous répondre parce que je n'ai pas la connaissance spécifique sur l'autisme, et notamment en pédopsychiatrie. C'est vrai que je le répète à toutes les soirées, parce qu'à chaque fois, on a des questions sur la pédopsychiatrie. Je ne pourrais pas, je n'ai pas la connaissance pour vous répondre sur cette question. Très sujet à débat. Souvent, on les a dans les journaux, etc. Je ne peux pas vous répondre. Ok. Peut-être on peut faire la dernière partie. On fait les petits focus et puis après, on reprend les questions. Voilà. Alors, je ne vous ai pas détaillé toutes les psychothérapies. Sinon, il était encore demain ou après-demain. Je vous ai détaillé vraiment 3 grandes méthodes différentes, d'accord, pour vous montrer un peu comment ça se passe et comment du coup ça se déroule, ce type de psychothérapie. Comme ça vous éclairera peut-être des notions un peu générales et nébuleuses. Vous voyez, les TCC, qu'est-ce que c'est en réalité, le MDR et bien sûr les thérapies psychodynamiques, je vous en ai détaillé 3. Donc, les thérapies comportementales et cognitives. Il faut savoir que c'est des méthodologies relativement récentes qui datent des années 50 et qui ont évolué avec le temps. C'est des méthodes extrêmement structurées, donc qui suivent quand même une façon de faire qui est très codifiée, ce qui en fait que c'est une méthode qui est très reproductible, qui est quand même facile à apprendre et qui est facile finalement à mettre en application et à évaluer. C'est aussi pour ça que c'est la méthode la plus évaluée scientifiquement aujourd'hui, c'est qu'elle est designée pour s'évaluer. La thérapie est souvent une thérapie qu'on considère de courte durée, de 6 mois à 2 ans. Il y a 3 vagues successives qui ont fait évoluer du coup l'aspect psychothérapeutique, notamment une vague comportementale dans les années 50, une vague cognitive dans les années 80-90, et enfin ce qu'on appelle une vague plutôt émotionnelle dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui. C'est une des rares psychothérapies qui s'appuie sur des connaissances issues de la psychologie expérimentale. Donc c'est ce qui est validé en psychologie expérimentale, qui pose la base de l'hypothèse comportementale et cognitive, et ensuite du coup qui permet de développer un outil qui va être intégré et structuré. Schématiquement, ça va permettre quoi? Une évaluation fonctionnelle du coup, des problématiques du patient, ses comportements, ses cognitions, ses émotions, et ça va permettre de lui proposer un plan de soins personnalisé afin de faire évoluer sa problématique. Et ça va du coup vraiment s'orienter et orienter le patient vers de nouveaux apprentissages. C'est indiqué dans plein de troubles. Les contre-indications, je vous les ai données tout à l'heure, et ça va plutôt être intéressant pour des profils de patients qui sont très au clair sur le fait que s'ils veulent que ça aille mieux, il va falloir qu'ils mobilisent des choses activement, qu'ils apprennent de nouvelles choses, qu'ils testent de nouvelles choses dans leur comportement ou dans leur perception. Si on est vraiment sur des profils de patients plutôt passifs,
j'ai envie de verbaliser, j'ai envie d'être dans une démarche un peu introspective, j'ai envie d'être dans une démarche de compréhension, mais qui sont finalement peu dans l'action, ça ne va pas être une thérapie qui va être extrêmement performante. Des patients qui cherchent des outils pour aller mieux, donc c'est une type de technique psychothérapeutique basée avec beaucoup d'outils et de tâches à faire pour le patient. Donc ça, si les patients cherchent des outils, on est dedans. Le patient qui cherche l'explication, hein, je mets au sens large, hein, parce que c'est très pédagogique, et comme on explique avec les fondements de la psychologie expérimentale, il y a aussi beaucoup d'aspects explicatifs dans ce type de psychothérapie. On explique aux patients comment fonctionne l'anxiété, on explique aux patients comment fonctionne son trouble anxieux, on explique comment fonctionne la dépression, on explique comment fonctionnent ses pensées ou sa perception, etc. Par contre, on n'est pas dans ce type de thérapie sur une approche, vous voyez, on a dans les évaluations initiales, on regarde un peu ce qui s'est passé effectivement dans son parcours de vie précoce, mais on ne va pas prendre plus d'un entretien dessus, hein. Donc, on ne va pas être sur une recherche hypothétique des différents facteurs pouvant expliquer comment s'est constituée sa personnalité. Ça, si on est dans une approche comme ça, une démarche, on veut une démarche un peu introspective dessus. Alors, souvent, on n'est pas dans le cadre d'un trouble urgent avec une nécessité de le traiter, mais on ne va pas s'orienter sur ce type de thérapie. Les étapes, donc on a ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. On va du coup évaluer les difficultés, définir et prioriser les objectifs, émettre des hypothèses, et ensuite on va élaborer un plan de soins personnalisé et précis qui va permettre de structurer ensuite des tâches qui vont être prescrites de manière progressive, mises en application ensuite en application par le patient dans sa vie de tous les jours, et ensuite ça va être réévalué avec le thérapeute. La réévaluation, elle va permettre de voir si les choses s'améliorent entre la ligne de base initiale, les tâches, la réévaluation, et surtout des auto-évaluations réalisées par le patient. Si ça s'améliore, jackpot, le patient a appris la méthode, il est à même de la reproduire de lui-même, voilà, et on va vraiment l'encourager à consolider et continuer ce qu'il a mobilisé. Généralement, le patient qui va mieux, qui a appris quelque chose qui est mieux avec, il continue à le faire. C'est rare qu'il s'arrête. Si ça ne s'améliore pas, eh bien, du coup, on a une réévaluation. Est-ce qu'on est parti sur la bonne hypothèse? Est-ce que finalement, c'était le bon objectif? Est-ce qu'on a eu des facteurs confondants entre-temps qui ont modifié l'orientation que doit prendre la psychothérapie? Ou est-ce que ce sont des choses qui sortent du cadre psychothérapeutique et sur lesquelles on va finalement être peu efficace? Et on revient à l'étape réélaboration de l'hypothèse, du plan et d'un nouvel objectif avec de nouvelles tâches si nécessaire. Voilà, globalement pour les TCC. Le MDR, donc c'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Donc, approche récente qui est développée par, je ne sais plus si elle était neuro ou neuropsychologue, Francine Shapiro fin des années 80, donc 87. C'est une approche assez structurée, de très courte durée, qui s'appuie sur, pareil, des connaissances, notamment sur le traitement de l'information et du coup la consolidation mnésique des éléments traumatiques. Et qui se base, en gros, théoriquement, donc neuropsychologue, merci Corinne, et qui se base sur vraiment les connaissances qu'on a entre ce qu'on appelle les mémoires implicites et les mémoires épisodiques et la réactivation mnésique. Je vous passe un peu les détails. Et en gros, ça vise à aider aux patients qui a souvent un état de stress post-traumatique, ça va être l'indication principale, à traiter du coup les souvenirs traumatiques en mobiliser ses ressources adaptatives émotionnelles dans le présent. Et on va essayer très schématiquement à réassocier des souvenirs inscrits dans une mémoire implicite qui n'est pas accessible du coup à un rappel conscient, à refaire passer finalement ces informations par une mémoire beaucoup plus maîtrisée et qui permettrait une meilleure régulation notamment émotionnelle et notamment des syndromes de reviviscence. Principalement l'état de stress post-traumatique, simple ou complexe, plus facile à faire quand c'est simple, plus compliqué à faire quand on est dans un trouble complexe. Pour rappel, un état de stress post-traumatique qu'on appelle simple, c'est qu'un épisode unique traumatique. Complexe, il y a une répétition d'épisodes de situations traumatiques. Contre-indiqué si la symptomatologie est extrêmement sévère, et contre-indiqué aussi si on est sur des profils de personnalité extrêmement complexes. Je reviens sur nos fameux profils borderline, avec du coup des traumas, avec une tendance dissociative ou un vécu dissociatif extrême. C'est des thérapies assez complètes, vous allez voir des séances très longues, on revient et on réactive du coup le souvenir traumatique. C'est des thérapies qui peuvent vraiment faire dissocier le patient, un peu comme certaines approches, notamment d'hypnose. Du coup, il faut quand même, savoir bien le faire, et si on est sur des patients très instables ou des patients qui ont une tendance à la dissociation, il faut faire quand même très attention. Peut-être tu peux rappeler ce que c'est la dissociation. La dissociation, ça va être une modification transitoire perceptive qui va toucher du coup
vraiment d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue aussi émotionnel, ou même d'un point de vue, comment dire, pas vraiment comportemental, ça va être vraiment perceptif, du coup, sensoriel, émotionnel. On en a deux grands types de dissociation. On a ce qu'on appelle la dépersonnalisation, ou alors une modification de la perception de soi, de son corps, ça peut bouger, on a l'impression d'avoir des sensations qui sont vraiment pas comme d'habitude, et ça peut être transitoire, et c'est souvent observé dans des états de stress vraiment majeurs. Et on a après la déréalisation, qui est plutôt une modification perceptive de ce qui nous entoure, de la pièce dans laquelle on est, on ne reconnaît pas où on est, on a l'impression qu'on peut finalement voir les choses de manière extérieure, qu'on a un point de vue différent sur la situation. Voilà. Souvent, on a un mélange de dépersonnalisation, déréalisation, certains patients que dépersonnalisation, certains patients que déréalisation, mais c'est un petit peu plus rare. Donc, en gros, c'est quand il y a un état de stress important, finalement, c'est comme si le cerveau brouillait un peu les pistes et on ne sait plus trop où on est. C'est ça, c'est en gros, dans un état de stress extrême, le traitement de l'information perceptive et sensorielle est modifié. Et on a vraiment, il peut y avoir ce que décrivent les patients, c'est vraiment quand le patient vous dit « je sors de mon corps, j'ai vu la scène extérieurement, j'avais l'impression de plus savoir où j'étais, j'avais l'impression que mon bras se déformait, j'avais l'impression de ressentir différemment les choses, etc. » Ce sont des expériences dissociatives. C'est le détail. Donc, le détail, voilà. Le MDR, je vous en parle. Pourquoi je vous ai parlé de TCC et MDR et je vous ai parlé de psychanalyse, c'est qu'aussi à Tours et dans la région, c'est vraiment les méthodes qu'on retrouve le plus chez les professionnels. Le MDR, récemment, il y a énormément de professionnels qui se sont formés, donc c'est des choses qu'on trouve beaucoup. Alors, elles ne sont pas tout le temps appliquées pour des états de stress post-traumatique, mais c'est une méthode extrêmement qu'on trouve souvent. Donc, vous voyez, il y a toujours histoire, plan de traitement, donc on va toujours évaluer ce qui se passe. Ensuite, il y a une préparation du patient et l'évaluation. On va faire ensuite, du coup, les méthodes de désensibilisation en installant le patient, on a des techniques de scan corporel, etc. Et on va, du coup, remettre le contact avec, du coup, le souvenir passé, tout en essayant de maintenir le patient dans le présent avec ce qu'ils appellent, du coup, le SBA. Donc, c'est un peu la méthodologie un peu signature de l'EMDR, c'est la stimulation bilatérale sensorielle alternée, où en fait, il y a un mouvement, on va faire suivre des yeux, du coup, on va demander au patient, en même temps qu'il évoque un souvenir traumatique, de suivre du regard, du coup, le doigt du thérapeute, ou de suivre un tapping bilatéral. Donc ça fait un peu gadget, mais en réalité, il y a quand même aujourd'hui pas mal d'études et il y a quand même un petit postulat derrière, neurobiologique, comme quoi l'utilisation de cette fameuse stimulation pendant la réévocation d'un souvenir traumatique permettait l'ancrage dans le présent de cette fameuse réactivation mnésique, que ça favorisait cette réintégration mnésique et émotionnelle dans quelque chose de plus finalement accessible à la conscience et contrôlé du coup, et que ça permettait également une réduction de l'activation du stress et de la peur. Donc voilà. Par contre, ça demande vraiment, j'insiste, le MDR, surtout si c'est utilisé dans le trauma, ça demande vraiment des gens qui sont bien formés, qui savent bien le faire, parce que souvent, on a bien trop d'exemples de patients qui vont mal après une séance de MDR qui a été mal conduite, qui ont dissocié, et voilà, et où on a trop d'exemples de tests un peu de MDR. C'est-à-dire, le patient, ils sont allés, le thérapeute a fait 2 séances de MDR, il s'est formé à ça, et que c'est un peu la méthode qu'il utilise, donc il l'applique un peu à tout. Bon, je suis assez critique parce que malheureusement, j'ai vu des approches un peu catastrophiques de MDR, mais c'est une méthode en fait assez complexe en réalité, assez spécifique sur le trauma, et comme c'est assez à la mode et qu'il y a des formations assez accessibles, bah, ça a explosé le nombre de personnes qui pratiquent le MDR et sur plein d'indications autres que l'état de stress post-traumatique. Donc vigilance à tout MDR. D'ailleurs, c'est un message clé que je vous transmets, j'en profite, il n'y a aucune méthode absolue. C'est ce que je veux dire. Et un thérapeute qui se borne à sa méthode pour tous les troubles, c'est problématique aussi. Je veux dire, il faut pas. Voilà. Les TCC ne marchent pas sur tout, le MDR ne marche pas sur tout, la psychanalyse et la psychodynamie ne marchent pas sur tout. Et pour tout le monde. Ou alors, si on veut utiliser une seule technique, il faut pouvoir dire à un patient, c'est pas moi qu'il faut venir voir puisque ça ne relève ma pas technique ne peut pas vous aider. Voilà. Ou pourrait provoquer des troubles plus Ou importants. voilà, ne va pas être, en tout cas, la plus pertinente, voire même pourrait potentiellement vous mettre en difficulté. Tout à fait. La psychanalyse est plutôt ce qu'on va appeler des thérapies psychodynamiques, et d'abord en fait psychothérapeutiques étudiées et validées. Donc ça, c'est vraiment ce qui est véhiculé médiatiquement, c'est l'image qu'on a tous de ce qu'on appelle un psychothérapeute ou
par extension un psychanalyste en réalité, hein, d'accord, quelqu'un qui pratique la psychanalyse et qui lui-même a été formé et a fait de la psychanalyse, a fait une cure analytique. Donc c'est une approche théorique basée sur la pensée du médecin autrichien Sigmund Freud, donc ça date des années quand même 60, hein, à peu près, 60-70, c'est quand même construit autour de concepts très spécifiques, le concept central, ce qu'on appelle d'inconscient, qui est un concept vraiment propre à la psychanalyse. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on appelle l'inconscient, le subconscient, le préconscient de la psychologie expérimentale et de la psychologie cognitive. Et il y a un postulat dans ces approches théoriques, qui est que les problèmes psychologiques de l'individu tirent leur origine de fameux conflits refoulés, donc inconscients, qui ne seraient pas résolus et qui datent de l'enfance, ce qui seraient des expériences infantiles précoces, potentiellement traumatiques. Schématiquement, ça va donc essayer d'accompagner le patient vers une découverte et une compréhension des causes inconscientes des difficultés du patient. Et les thérapies psychodynamiques sont des thérapies qui se basent sur ces théories, qui ont évolué avec le temps. Hein. Tout n'est pas resté à Freud, il y a beaucoup de courants qui existent aujourd'hui. En France, il y a quasiment 4 sociétés de psychanalyse qui existent, différentes, qui prônent des approches plus ou moins différentes. Certaines avec des approches vraiment qui s'évaluent, d'autres qui s'évaluent surtout pas, d'autres avec des gens qui sont reconnus, d'autres surtout pas reconnus, c'est tout le monde peut potentiellement le faire. Donc il y a beaucoup de guerres de clochers au sein même de ce qu'est du coup une bonne psychanalyse versus une mauvaise psychanalyse ou une approche validée ou non. Ces approches globalement qui sont quand même non structurées, même s'il y a une utilisation récurrente des mêmes modalités, et c'est des choses qui sont plutôt de longue durée. C'est-à-dire que l'efficacité dans les études, dès qu'on va regarder là où les thérapies psychodynamiques sont efficaces, c'est souvent quand même sur des approches longues et sur des troubles plutôt chroniques. L'indication, alors je vous l'ai mis là parce que c'est ça, hein, de base, l'approche psychanalytique, avant de rentrer dans l'aspect thérapeutique, c'est quand même une démarche introspective, c'est quasiment une démarche philosophique, intellectuelle, qui avant d'être modélisée sous forme de thérapie psychodynamique et ciblée, était quand même pas vraiment une approche médicale, quand même, il faut le préciser, et la majorité des psychanalystes se défendaient d'ailleurs d'être médecin ou d'être dans des attitudes et dans une action thérapeutique. Après, dans les indications de thérapie psychodynamique, on a quand même des choses sur lesquelles il y a une validation scientifique, la dépression, les troubles de personnalité, notamment troubles de personnalité borderline, l'anxiété dans ses évolutions chroniques et pas mal de troubles dans lesquels, au centre, on va retrouver des difficultés émotionnelles ou relationnelles. C'est des choses qui peuvent aussi être efficaces. Les contre-indications, c'est les mêmes que pour toutes les psychothérapies. Je rajouterais, je ne l'ai pas mis là, mais les contre-indications, c'est franchement aller faire de la thérapie psychodynamique sur, du coup, un TOC, bon, ça pose quand même un peu problème. Profil de patients, donc, ceux qui sont plutôt favorables ou qui veulent s'inscrire dans une démarche introspective, avec vraiment travailler sur son parcours de vie et son enfance, et vraiment plutôt, ils ne souhaitent pas spécialement une approche active, la réalisation de tâches spécifiques, ça ne les attire pas trop. Ils veulent engager un lien thérapeutique fréquent avec leur thérapeute, parce que c'est quand même des thérapies qui demandent de voir des patients toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Voilà. Donc pourquoi pas. Alors attention, pareil, je mets mon alarme aussi sur la dépendance au thérapeute avec ce type de thérapie, qui sont des thérapies avec un niveau d'intensité et une durée extrêmement forte. Et sur le déroulé, alors il n'y a pas de déroulé structuré, vous voyez, mais il y a des grands principes. Le principe de base d'une séance, c'est l'évocation aussi libre que possible de ses préoccupations, de ses idées, de ses souvenirs. Alors, dans une thérapie psychodynamique, ça ne part pas d'emblée là-dessus. Hein. Il y a quand même un cadre, il y a une explication de ce qui peut être travaillé, il y a quand même la prise de contact qui est faite, il y a quand même une évaluation qui est faite. Et ensuite, ça va être ça, les modalités d'entretien. Et le thérapeute va utiliser ce qu'on appelle des modalités qu'on appelle l'association libre, l'interprétation, la confrontation aux contradictions et l'interprétation du transfert, c'est-à-dire qu'il va interpréter le rapport qui est en train de se nouer entre lui-même, le thérapeute, et le patient, et inversement. Et ça peut être utilisé comme une source d'information aussi bien clinique que de l'évolution du patient, et vont être travaillés le vécu émotionnel, les évitements du patient, les thématiques récurrentes de préoccupation, bien sûr les expériences passées, les relations interpersonnelles et les relations avec le thérapeute. Toutes les thérapies psychodynamiques, donc sur un postulat psychanalytique validé, travaillent sur ces ronds que je vous ai mis en vert. C'est-à-dire qu'il y a quand même des orientations. C'est-à-dire qu'une approche psychodynamique analytique sans orientation, voilà, ça reste quelqu'un qui vient parler, sur lequel on reste de l'association libre. Et dans des formes complètement extrémistes qu'on a observées dans les années 70, 80, c'est-à-dire la cure analytique où le patient se mettait sur le divan et le thérapeute ne parlait pas du tout, on ne peut pas considérer que c'est de la psychothérapie. Il faut
quand même le dire. Ce qui est validé dans la psychanalyse, c'est ces abords-là qui sont quelque part un petit peu plus structurés. Je ne vous cite pas toutes les autres thérapies, mais il y en a plein d'autres qui existent, comme je vous ai dit. Je vous donne celles qui ont quand même un bon niveau et qui ont fait scientifiquement des choses intéressantes. Donc, les aspects interpersonnels, systémiques. Donc, interpersonnel, c'est vraiment des thérapies. Il n'y a pas une énorme base de psychologie expérimentale, mais ça travaille vraiment les aspects relationnels. Donc, pas inintéressant dans nos sociétés quand même. Il y a quand même beaucoup de problématiques qui sont basées sur les enjeux interpersonnels et sur les dynamiques dans les relations entre personnes. Thérapie systémique, ça ne traite pas les personnes, ça traite les systèmes. Ça va être assez intéressant dans des aspects de couple ou des aspects familiaux. Thérapie familiale suit un abord systémique. Thérapie d'activation comportementale, très ciblée sur la remise en agression ciblée pour des patients déprimés. C'est plutôt issu de la thérapie comportementale avec des agréments. L'ICV, l'intégration du cycle de vie, c'est quelque chose qui est assez malin en réalité, parce que ça reprend des éléments de reprise de parcours de vie qui sont souvent souhaités par les patients, parce que je vous rappelle, les patients, ils imaginent toujours l'abord analytique, le divan et le fait de parler leur passé. Donc finalement, ils sont en territoire finalement un peu connu, parce qu'ils vont parler de leur passé. Et en même temps, on va petit à petit les amener vers du coup, des ressources adaptatives du présent pour mobiliser un peu ce qu'ils ont pu vivre et de qu'est-ce que ça les apprend sur leur mode de fonctionnement. Donc en gros, c'est des approches qui intègrent des choses qui sont issues de divers courants et qui sont assez structurées en réalité. Il y a une règle, il y a un début et il y a une fin. La MBCT, méthode plutôt à la mode des dernières années, ce qu'on appelle des approches basées sur la pleine conscience. MBCT, MBSR, qui sont des approches que vous avez peut-être entendu parler du mindfulness, qui sont des techniques en fait de thérapie cognitive avec des abords de méditation. L'ACT, la Gestalt et les thérapies intégratives, je vous donne d'autres noms. Plus complexe à vous détailler, je ne vais pas trop vous embrouiller avec ça. Si ça vous intéresse d'aller regarder, vous pourrez trouver sur Internet la définition. Mais on est dans des choses quand même, l'ACT, la Gestalt, et qui sont des choses vraiment quasiment confidentielles. C'est extrêmement compliqué de trouver des thérapeutes qui pratiquent avec ce type de méthode. Et pour résumer, c'est vraiment ce qu'il faut garder, ce que j'ai essayé de vous présenter et de vous transmettre sur les abords psychothérapeutiques. Donc, les psychothérapies sont bien des options thérapeutiques efficaces qui vont au-delà du travail psychologique de soutien qui vient finalement en première ligne en soins primaires, qui sont principalement indiquées dans la dépression, les troubles anxieux, les états de stress post-traumatique et certains troubles de personnalité. Ils sont également indiqués dans d'autres pathologies psychiatriques, mais vraiment retenez ça vraiment en priorité. Et c'est nécessaire pour que ça fonctionne, que le patient soit engagé, qu'il y ait un bon lien thérapeutique et qu'il y ait quand même une méthode adaptée aux troubles traités, si on veut augmenter vraiment la pertinence et le fait que ça fonctionne. Je vous ai mis en petite référence complémentaire, on va passer aux questions après. Il y a eu un rapport de l'Académie de médecine en janvier 2022 qui a fait un très bon rapport, très synthétique, ça vous prendra vraiment pas longtemps à lire, sur justement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est vraiment de l'offre de soins psychothérapeutiques. Il y a un encart sur lequel je ne suis pas rentré ce soir, je ne suis pas allé sur ce point-là, mais il est quand même intéressant dès qu'on parle de psychothérapie, c'est tout l'enjeu de santé publique que ça représente, de définir ce que c'est, de définir comment les gens sont formés et de pouvoir rendre beaucoup plus lisible cette offre de soins qui marche et qui est aujourd'hui absolument pas lisible et compliquée d'accès en réalité. Et on peut rajouter l'accès financier qui est quand même toujours problématique pour certains patients. Alors, peut-être on peut arrêter le partage d'écran et puis il y a des remarques qui sont plus des remarques que des questions. Alors, je vais reprendre un peu le fil. Est-ce qu'il y a des contre-indications médicales à l'EMDR, type problème d'oreille interne, tout comme ça? J'ai pas la notion. Alors après, je ne pratique pas le MDR, donc je n'ai pas une formation ni théorique ni technique sur le sujet. Je connais les grandes lignes, je connais comment fonctionne la méthode. Je n'ai pas la notion qu'il y a de contre-indication somatique formelle. Faut se renseigner. Renseignez-vous. Si vous êtes et vous orientez votre patient vers le MDR, c'est-à-dire que vous avez une personne ou un patient qui a du coup effectivement un état de stress post-traumatique, et allez regarder justement est-ce qu'il y a une contre-indication en fonction de son état. À ma connaissance, non. Il y a une question sur comment on connaît en fait les techniques des psychothérapeutes.
En gros, c'est comment on oriente. Est-ce qu'il existe des annuaires? Est-ce qu'on peut se... C'est le gros problème aujourd'hui. Vous avez des annuaires des associations françaises reconnues des différentes techniques psychothérapeutiques. Les sociétés, vous voyez, de psychanalytiques, là, ont leurs annuaires. L'Association française de thérapie comportementale et cognitive ou l'IRCAD de Bordeaux, qui font les TCC, ont des annuaires des personnes qui sont formées et qui pratiquent. Idem en EMDR, on trouve des annuaires, on trouve des annuaires dans pas mal d'autres méthodes, hein, mais il faut aller creuser, il faut aller chercher, il n'y a pas d'annuaire commun, il n'y a pas de recensement aujourd'hui franc. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui serait nécessaire, hein, on est bien d'accord, mais ça n'existe pas aujourd'hui. En tout cas, en tant que médecin généraliste, moi, j'encourage mes collègues à rencontrer les thérapeutes autour de leur cabinet pour se renseigner sur les techniques utilisées et puis aussi voilà, avoir un contact avec les psychothérapeutes. C'est quand même plus facile d'adresser à quelqu'un quand on l'a déjà rencontré, quand on le connaît, parce que ça va augmenter ce lien de confiance en fait du patient vers le psychothérapeute. Donc, moi, je trouve que ça facilite l'adressage quand le patient sent qu'il existe un lien professionnel entre le généraliste et le psychothérapeute. On revient sur des principes de prescription, et si on part sur comment on oriente son patient, on peut utiliser, alors je n'ai pas la notion que c'est étudié dans la psychothérapie, mais c'est très étudié sur l'acceptabilité du traitement. C'est-à-dire que si vous-même, en tant que médecin, qui indiquez une psychothérapie et qui orientez votre patient vers une psychothérapie, vous êtes convaincu que ça marche, et que vous êtes convaincu que c'est indiqué pour votre patient, et que vous êtes bien capable de lui vendre et de lui montrer que vous êtes engagé, ça augmente la probabilité qu'ils saisissent de ce traitement et qu'ils saisissent finalement. Voilà. Si vous lui dites, bon, voilà, ça va être compliqué, c'est galère de trouver un thérapeute, je vous souhaite bonne chance, puis je sais pas trop, hein, vous savez, c'est au petit bonheur la chance, bah, c'est sûr, il va pas y aller. Hein. Donc c'est vrai que ça demande, il y a un facteur limitant extrêmement fort qui est, je vous dis, je pense quand même la bonne connaissance des méthodes et des indications, et effectivement, de connaître des noms, d'avoir des noms à pouvoir proposer à vos patients. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un ou deux noms pour chaque méthodologie. C'est-à-dire un ou deux personnes qui font des TCC, ou une ou deux personnes qui pratiquent des aspects psychodynamiques de manière, en tout cas, bien réalisée, une ou deux personnes qui pratiquent de l'EMDR, une ou deux personnes qui pratiquent d'autres types de méthodologies si vous avez autour de chez vous. Et comme ça, vous avez un carnet d'adresses un peu tout terrain pour pouvoir proposer de la psychothérapie, en tout cas. Merci. Après, il y a des discussions sur les contre-indications, le tapping. Voilà, c'est un peu technique peut-être comme discussion, mais... Non, c'est la réflexion, je pense, sur une expérience, sur effectivement, est-ce qu'il n'y a que le mouvement oculaire utilisable et que des fois, pour certaines personnes, ça peut être compliqué le mouvement oculaire, mais en fait, il y a des techniques alternatives de stimulation bilatérale, en effet, le tapping qui évite de passer par le mouvement oculaire. Et le tapping, c'est pas que l'EFT. Hein. Le MDR peut utiliser le tapping en stimulation bilatérale. Enfin, le tapping, c'est le terme utilisé, oui, excusez-moi. Ça va être, on va taper de manière bilatérale. Alors, l'EFT, débattu scientifiquement, c'est très récent encore. Le MDR a plusieurs méthodes. Après, il y a une question sur, en tant que psychothérapeute, comment on fait pour réorienter son patient, en fait. Hein, alors, c'est la question, je l'ai vu passer. C'est ça, ouais. C'est comment fait-on si le patient est devenu dépendant au thérapeute et que le patient ne veut pas quitter le thérapeute alors que le thérapeute pense qu'il devrait le quitter? En fait, c'est un cas pratique hyper fréquent. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Enfin, moi, je vous parle avec mon expérience de psychothérapeute, parce que je suis psychiatre, mais je suis reconnu aussi en tant que psychothérapeute. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui viennent, pas forcément pour une demande psychiatrique, mais sur un aspect psychothérapeutique. Et en fait, il y a plusieurs profils de patients. Il y a des patients qui viennent avec une demande psychothérapeutique, mais en fait, on ne va jamais faire de psychothérapie structurée en réalité. On va surtout faire un travail de soutien. Et on va ajuster éventuellement, voilà, mais on ne fait pas de la psychothérapie.
Je peux matiner un peu mon travail de soutien de certains outils ou de certaines techniques parce que ça va être pertinent et à ce moment-là, le patient veut bien s'en saisir. Mais je dirais que une bonne moitié des gens qui viennent pour une psychothérapie ne font pas de psychothérapie en réalité. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça doit vraiment vous déculpabiliser. Il faut voir un peu, finalement, le patient n'est pas prêt à proposer ou c'est pas complètement indiqué. On va faire plutôt du soutien. Vous l'expliquez tel quel. Il faut bien expliquer que là, on n'est pas en train de faire de la psychothérapie, mais on va faire un travail de soutien pour l'accompagner par rapport à ses difficultés. On éclaircit bien les choses pour le patient et que ce soit clair. Ensuite, quand il y a une problématique où on estime qu'on ne va pas avoir le bagage technique le plus pertinent, faut le dire. Je n'ai pas, en tout cas dans ce que vous présentez, vous avez pu faire l'évaluation, vous proposez toujours l'évaluation à votre patient, et vous lui expliquez que vous allez pouvoir lui proposer éventuellement du soutien. Globalement, vous êtes formé, vous avez le moindre bagage un peu psychologique de soutien ou autre, vous allez pouvoir faire au minimum du soutien. Vous lui proposez du soutien. Et s'il souhaite, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose qui est plus structuré, qui va avoir un impact potentiellement plus performant, vous lui expliquez ce qui est indiqué, et vous lui donnez éventuellement des noms si vous en avez. Parce que quand vous dites avant le début de la psychothérapie, oui, si vous ne savez pas faire et que vous avez une technique qui n'est pas indiquée par rapport à la problématique, vous n'allez surtout pas essayer de forcer votre technique. Vous voyez ce que je veux dire, et votre méthodologie, il y a quelque chose sur lequel c'est un petit peu bancal. Après, il y a aussi la notion de à quel moment on adresse, à quel moment c'est pertinent d'orienter le patient vers une psychothérapie. Je repensais à ces patients qu'on voit en premier recours dans un cabinet de médecins généralistes. Il faut un peu de temps quand même pour que le patient puisse aller ailleurs. Déjà parce que s'il arrive épuisé au cabinet, dans un état de fatigue important, avec des troubles du sommeil importants, en fait, je schématise, mais c'est un peu la survie déjà. Donc, il faut déjà qu'il arrive à se restaurer un peu et puis ensuite aller vers quelqu'un d'autre pour entamer un lien de confiance avec un thérapeute et entamer un travail, quoi. Donc, parce que des fois, on voit des patients qui veulent tout de suite, dont l'entourage veut tout de suite que le patient aille voir un psychologue. Et donc, voilà, c'est pas forcément le délai de prise en charge n'est pas forcément tout le temps un problème, moi, je trouve. Chaque cas, mais c'est vrai que l'accès aujourd'hui, la rapidité d'accès, la lisibilité de l'accès, ça reste. C'est l'enjeu sur lequel on essaye au maximum de faire évoluer les choses, mais ça reste vraiment problématique. Il y avait un point auquel je n'ai pas répondu, mais qui me semblait du coup intéressant dans la question tout à l'heure, c'est si le patient lui-même ne veut pas. Alors, j'avais pas répondu, j'avais pas lu la fin du message, c'est-à-dire on peut avoir un patient, on est formé pour son cas, mais on voit que ça marche pas. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, indépendamment de la méthode, de la technique et du lien thérapeutique. Quand ça marche pas, on le dit au patient. On dit que ça ne marche pas, on peut faire des pauses de la thérapie, c'est-à-dire on dit, écoutez, voilà, vous revenez me voir dans un contexte un petit peu différent, où on met en suspens et on passe plutôt sur du soutien avant de reprendre l'aspect psychothérapeutique, par exemple. Ça peut tout à fait se faire. N'hésitez pas à bien distinguer le soutien de votre travail structuré ou d'un travail spécifique. On peut lui dire que là, il y a un contexte de vie où que la sévérité de ces symptômes font que ça devient plus possible et qu'il va falloir reprioriser et que la psychothérapie n'est plus du tout la priorité. Je vous rappelle, vous pouvez toujours garder votre soutien dans ce cas de figure. Et ensuite, si le patient ne veut pas, alors que ça ne marche pas, alors que voilà, vous n'allez pas le. Là, pour le coup, je trouve que c'est votre rôle quand même de lui dire que non, ce n'est pas pertinent, et de lui dire non. De dire qu'on peut mettre du soutien, mais qu'on ne va pas forcer un exercice ou un travail, alors qu'on est dans une situation, un environnement, un contexte ou dans un trouble d'une sévérité qui fait que ce n'est plus du tout indiqué, ou que ça ne fonctionne plus du tout. Notamment les patients qui ratent des rendez-vous à répétition, par exemple, ce qui peut quand même être un signe qu'il y a peut-être des freins à la prise en charge en psychothérapie. Vous avez plein de signes qui sont là, le patient qui rate ses rendez-vous, mais ça va être plutôt des facteurs, vous voyez, on disait tout à l'heure, les facteurs inhérents au patient et notamment à son engagement dans les soins. Si vous commencez à voir qu'il y a des signes un peu défaillants d'engagement, le fait qu'il ne vienne pas, il vous dit, vous lui proposez quand est-ce qu'il souhaite prendre son prochain rendez-vous, il vous dit dans 3 mois ou dans 4 mois, alors qu'on était sur des modalités plutôt de traitement où vous le voyez toutes les 3 semaines ou 4 semaines.
et que derrière, vous avez un discours dissonant, bah, j'ai envie que ça bouge et que ça change, bon, ça pose question sur l'engagement. Il peut y avoir des facteurs environnementaux qui dépendent ni de vous, ni de lui, qui font que bah, ça ne va pas loger, qu'il ne va pas être disponible, que ça va être compliqué, qu'il va être happé par autre chose. Ça peut être votre méthode qui est pourtant efficace, mais qui ne convient pas. Ça peut être le lien qui ne passe pas bien, ce n'est pas de votre fait non plus, mais des fois, il y a des gens, ça ne passe pas, c'est comme dans la vie, hein, ça va être compliqué. Donc, il y a plein de variables, donc il faut être aussi assez alerte. Ouais, il faut prendre du recul par rapport à sa propre action. Faut être humble dans son pouvoir d'action. Il y a tellement de variables, vous voyez, et en fait, finalement, le niveau auquel vous intervenez, c'est vraiment ce niveau du lien, de pousser un peu le patient dans son engagement et de cultiver ce lien thérapeutique et d'amener une méthode finalement adaptée. Mais on a vu tout à l'heure, 40% de l'amélioration, c'est des facteurs complètement externes à tout ça. Donc, soyons humbles un peu dans ce que ça mobilise. Par contre, voilà, il y a quand même une façon de faire si on veut. On ne peut pas juste se baser sur les 40% de chance, entre guillemets, d'aléa. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Alors, l'entourage est parfois problématique. Ça, c'est important. Je pense pour des personnes qui pratiquent aussi bien en première ligne du soutien que si ensuite vous pratiquez du soutien ou des techniques spécifiques. Aujourd'hui, il paraît quand même difficilement concevable de ne pas recevoir les proches quand il y a une problématique qui touche, on va dire, une dynamique générale et que les proches sont un facteur d'entretien des troubles. Donc l'idée, c'est de les sensibiliser un petit peu. Il y a des troubles aujourd'hui où c'est hyper indiqué d'aller voir. Il y a des thérapies alors, qui se basent sur le fait de faire intervenir les proches. Et il y a des problématiques psychiatriques. Je prends la dépression, par exemple. Si vous avez autour du patient déprimé des gens qui ne sont pas du tout sensibilisés à ce qu'est la dépression, qui restent sur des stéréotypes sociétaux de c'est une faiblesse, il faut juste se mettre un petit coup de pied au cul et ça va aller, ça va vraiment poser problème et vous avez intérêt de les recevoir en tant que première ligne ou en tant que thérapeute ou en tant que psychothérapeute parce qu'il va falloir du coup un peu sensibiliser aussi l'entourage. Idem, ça vous le faites aussi dès que vous êtes prescripteur, si l'entourage est complètement opposé à l'idée d'un traitement et que le traitement va être fondamental pour le patient, on essaye aussi de les mettre dans le coup parce que finalement les personnes qui sont aidantes et qui entourent le patient peuvent aussi, s'ils ne sont pas avec vous ou avec le patient, peuvent être des freins majeurs à l'amélioration. Et puis, si le patient est inquiétant, a des idées suicidaires, voilà, ou est vraiment très mélancolique, l'entourage a vraiment un rôle très important dans l'alerte, dans le fait de ramener le patient en consultation ou de rappeler le thérapeute ou le médecin généraliste. Voilà, il faut vraiment aussi, l'entourage est un allié. Avoir des a priori positifs envers l'autre, l'autre étant le patient qui ne fait pas que patienter. Oui, oui. Est-ce que vous aviez d'autres questions? L'objectif étant d'éclairer un petit peu de cette notion de psychothérapie, où est-ce que ça se situe, comment le mobiliser, la métaphore que j'ai utilisée, que c'est un traitement comme un médicament, il faut connaître, il faut savoir le prescrire, et quelles sont ses indications et contre-indications, essayer de garder ça en tête. Sur cette histoire de médicaments, de traitements, je pense que même si ça a évolué, même si l'image de la psychothérapie a changé dans notre société, c'est beaucoup plus accessible d'un point de vue culturel. On a encore quand même vraiment des réticences des patients à entamer une psychothérapie. Et on a encore des patients qui demandent uniquement des médicaments. Ce qui peut être problématique puisqu'on sait que ça ne va pas suffire en fait, ou que ça va permettre une amélioration ponctuelle, mais à un moment donné, si la personne n'a pas avancé, n'a pas fait un travail sur elle, forcément l'état psychiatrique les signes de la pathologie psychiatrique vont revenir. Donc, c'est ce que tu dis, c'est cette explication qu'il faut avoir. On a beaucoup, et c'est un peu d'un point de vue de la psychologie sociale, on peut bien l'expliquer dans nos sociétés. On veut maintenant des traitements qui marchent tout de suite, qui font qu'on va mieux tout de suite, qui ne demandent pas trop d'efforts.
Et malheureusement, sur certaines problématiques psychologiques, psychiques et trop psychiatriques, quand je commence à penser à des éléments de personnalité, à des éléments constitutifs qui expliquent que la dépression revient, par exemple, le trouble anxieux, finalement, on l'a traité symptomatiquement avec un antidépresseur, mais il y a une dynamique qui fait que dès qu'on arrêtera l'antidépresseur, à nouveau, finalement, la mécanique anxieuse sera active. Et ça demande un effort, et c'est vrai que c'est toujours des fois plus simple de se dire, il y a un traitement, ça me soulage, effort, juste prendre un comprimé, bénéfice, soulagement fonctionnel global, versus une psychothérapie qui impliquerait d'aller voir un professionnel, de se dévoiler, de poser la problématique, peut-être d'apprendre à comment ça fonctionne vraiment, ensuite peut-être d'essayer de faire différemment dans son quotidien. L'effort est beaucoup plus considérable en réalité que juste la prise d'un médicament. Et souvent, les personnes qui sont plus axées médicaments que psychothérapie, parce qu'on aura vraiment les profils inverses, c'est une autre problématique, sont vraiment plutôt sur cette... c'est là vraiment la balance un peu effort-bénéfice. Ils sont souvent peu réticents à tout ce qui est pharmacologique, mais parce qu'ils estiment que ça pourra leur apporter une réponse rapide et miraculeuse et souvent sans effort. Après, la deuxième chose qui freine vraiment, c'est l'image encore véhiculée de ce qu'est une psychothérapie. Prenez toutes les séries récentes où c'est quoi une psychothérapie, c'est en thérapie, c'est l'image analytique, le divan freudien, c'est encore ça. Et derrière, comme je vous l'ai dit, a été véhiculé le fait que c'était quand même pseudo-soins en réalité, pseudo-validés scientifiquement. On l'a vu dans une certaine mesure, c'est vrai, mais dans une certaine mesure, ce n'est pas vrai et ça fonctionne. Ça dépend comment c'est fait. Du coup, ça crée des réticences. Et dès qu'on dit aux gens TCC, EMDR, etc., c'est du chinois. Alors, une question concernant le médecin généraliste et la psychothérapie de soutien. Est-ce que 20 minutes, ça vaut mieux que rien du tout ou vraiment il faut différer la consultation pour une durée plus longue? Alors, moi, je dirais que quand le patient est là, la première consultation d'expression, de plainte de dépression ou d'anxiété, 20 minutes, ça peut suffire en fait. Tout dépend de comment on mène l'entretien, de ce qu'on va proposer derrière. Et parfois, il vaut mieux faire 15-20 minutes en proposant autre chose, une consultation rapide, que 3/4 d'heure et ne pas faire revenir le patient rapidement. Donc, voilà. Mais moi, je lutte un peu contre l'idée reçue que plus la consultation est longue et mieux c'est. Parce que quand on s'embourbe dans une consultation très longue où le patient va exprimer beaucoup de choses négatives et que finalement après on propose rien, c'est pas forcément très bénéfique non plus en fait. Donc voilà. Et notamment la difficulté en médecine générale, c'est qu'un patient qui va mal, qui n'est pas allé au travail, tout d'un coup un lundi au matin par exemple, il va venir sur un créneau d'urgence. Le créneau d'urgence, c'est 1/4 d'heure. Donc si je le garde 3/4 d'heure, ça veut dire que globalement, après, je vais complètement désorganiser ma consultation. Donc voilà, c'est un peu à mettre en balance. Donc moi, je me dis qu'il vaut mieux faire 1/4 d'heure de consultation finalement dans une posture très contenante. On dit au patient, écoutez là, aujourd'hui, j'ai un temps limité, mais je vous revois la semaine prochaine, je vous revois dans 3 jours, on se rappelle à la fin de semaine, etc. Ou on fait une téléconsultation, pourquoi pas, pour reprendre des nouvelles avec un arrêt de quelques jours et à revoir justement pour encourager le patient à revenir dans un délai court. Plutôt qu'une consultation très longue, finalement, à l'issue de laquelle on ne va pas proposer grand-chose. Les aspects de soutien sont basés sur des petites méthodologies psychologiques. Il y a des choses à connaître pour pouvoir faire du soutien et ça aide grandement à le faire en réalité. Il y a quand même des techniques de comment mener un entretien, des techniques de comment pousser un peu sur la résolution de problèmes. Il y a des principes un peu de renforcement, il y a des principes justement d'extinction qui sont piqués à la psychologie expérimentale, donc excusez-moi comportementale, mais il y a des petites choses à maîtriser et c'est pas mal de petits outils qui vont permettre de mener un entretien de soutien sans finalement créer de la dépendance, sans finalement valider le patient dans des choses qui seraient finalement très
problématique ou autre. Si un patient il vous dit quelque chose qui vous semble, vous arrivez à identifier qu'il se met quand même en danger, il fait n'importe quoi, et que ça le met en souffrance, vous n'allez pas le valider en disant « je comprends bien, ma pauvre monsieur ou ma pauvre madame, c'est vraiment très très dur ce que vous vivez ». Si c'est lui-même qui crée un peu les problématiques dans lesquelles il se fait, vous n'allez pas jouer cette carte-là. Hein. La thérapie de soutien, c'est pas juste je valide, hein. Je vais valider la plainte, mais je ne vais pas forcément valider ce que le patient fait, et je vais plutôt valider ce qui peut être adaptatif et le pousser vers une dimension adaptative pour justement essayer qu'il trouve des solutions sans lui souffler les solutions. Donc il y a voilà, ça demande un peu d'avoir l'habitude aussi d'en faire, parce que voilà, juste écouter le patient, c'est écouter le patient, ce n'est pas non plus complètement du En fait, juste écouter le patient, ce n'est pas de la psychothérapie, et juste parler, ce n'est pas de la psychothérapie. C'est ça. En fait, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il y a des petites choses, voilà, et pour faire du soutien, il faut quand même un petit bagage. Juste écouter votre patient se plaindre, voilà. Et je vous déconseille en tant que thérapeute à tous les niveaux, hein, que vous soyez, quel que soit votre contact avec les patients, ce n'est pas forcément aider le patient d'être uniquement dans l'écoute et une validation de ses difficultés. D'accord ? Au contraire, on peut être thérapeutique, dès qu'on va cadrer un peu les choses, on peut être thérapeutique en invalidant le patient sur ce qui vous amène. Voilà, il y a des petites choses à avoir. Et moi, je rajouterais, mais ça c'est vraiment, bon, c'est pas comme une expérience personnelle, c'est une expérience partagée qu'on voit aussi, on est formé, on est vigilant à ça, et dès qu'on travaille et qu'on forme aussi autrui, on transmet vraiment cette information. Le thérapeute, le médecin généraliste, etc., vous n'êtes pas la poubelle mentale, le dévidoir mental de vos patients. Hein. Ça aussi, pour moi, c'est un point qui est hyper important. Il ne faut pas hésiter à cadrer un petit peu les choses et que l'entretien avec le patient amène une difficulté. Il faut que c'est un objectif. Ce n'est pas juste qu'il vous déverse sa difficulté et puis au revoir. Ça, dans ce cas-là, ce n'est absolument pas du soutien, mais ce n'est pas du tout de la psychothérapie non plus. Vous avez fait un peu la poubelle, l'exutoire mental pour la souffrance psychique de votre patient, et puis il n'en sortira pas grand-chose. En tout cas, le bénéfice va être extrêmement éphémère pour votre patient. Vous, c'est très inconfortable à faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais un patient qui se plaint pendant 20 minutes et puis voilà, ça s'arrête là, il n'en est rien sorti. Et tout ça, on s'éloigne grandement de ce qu'on a appelé le soutien dans cette présentation, et on n'est en aucun cas dans la psychothérapie. Et surtout très inconfortable pour vous, pas du tout bénéfique pour le patient. Donc ça, il faut surtout éviter. Et si vous avez des profils de patients comme ça, parce qu'il y en a beaucoup, il faut cadrer les choses. Ok, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Peut-être rappeler que les médecins généralistes peuvent solliciter des avis psychiatriques via donc, notre beau projet Médecine Générale et Psychiatrie 37. Voilà. On peut aussi donc, proposer aux patients des groupes de thérapie comportementale pour la dépression et l'insomnie, sur tout le département. Donc, sur le site, vous avez les différentes dates, la procédure pour orienter les patients. Et puis la prochaine soirée, a-t-on une date? Je ne sais plus. Non. Bon. Voilà, dans 3 mois, on refait une autre soirée. Et puis, voilà, en juin, sur une autre thématique. Voilà. Si vous avez des idées de thématiques, vous pouvez nous les mettre dans le chat ou renvoyer un mail pareil, sur le site Médecine Générale et Psychiatrie 37. Vous avez les coordonnées de Cécile Seman, donc notre chargée de liaison. Merci beaucoup pour votre présence et on vous souhaite une bonne nuit. À bientôt.